Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. J'espère que vous allez bien, vraiment merci de tout cœur pour les retours que vous m'avez fait sur le dernier épisode qui concernait notamment Disney Abu Dhabi. J'ai été très touché par certains messages que j'ai reçus et ça m'a fait vraiment très plaisir de revenir en podcast pour traiter cette thématique. Et d'ailleurs, on a passé un cap symbolique sur Spotify, on a passé les 1000 abonnés au podcast. Alors normalement c'est un petit peu plus parce qu'il y a aussi les abonnés de Apple, les abonnés aussi de YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre en podcast et vraiment ça me touche énormément. Vous savez que c'est un format qui me tient vraiment à cœur et d'ailleurs aujourd'hui je vous propose qu'on démarre assez vite l'émission parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter et c'est un format un peu particulier aujourd'hui comme celui qu'on avait fait à l'occasion de notre visite de l'Aquascope et du Futuroscope en février. C'est donc le deuxième format qui est un petit peu perturbé pour cet été. Et d'ailleurs, l'émission suivante sera aussi perturbée, mais j'en dis pas plus. Et aujourd'hui, pour m'accompagner et pour parler de la thématique du jour, je suis avec le grand, l'unique, le sérénissime Raphaël Pichenette. Ben dis donc, bonjour tout le monde, quelle introduction, merci de m'accueillir et hâte qu'on puisse parler et revenir ensemble sur tout ce qu'on a à se dire à propos de cette destination. Oui, cette destination, c'est bien sûr Tokyo Disneyland, ou plutôt Tokyo Disney Resort. Alors, pourquoi j'ai fait venir Rafi ? Tout simplement parce que je n'ai rien organisé, et que je sais que l'aspect organisationnel vous intéresse énormément. Et peut-être qu'avant de visionner ce podcast, vous pouvez déjà aller visionner les vlogs de nous deux, à commencer par les miens, puis ensuite vous allez sur ceux de Raphaël, si l'envie vous dit... Non, je rigole, à commencer par ceux de Rafi, bien sûr. Rafi a traité le sujet sur environ 3 ou 4 vidéos, si je dis pas de bêtises. J'ai fait une vidéo sur Disneyland, une vidéo sur Tokyo Disney Sea et une vidéo qui résumait la fin de notre séjour, mais aussi plein de conseils et de tips qu'on a pu mettre en place pour organiser au mieux notre séjour, pour vous aider si vous voulez regarder dans un format vlog, mais on va revenir là-dessus là tout de suite d'ailleurs, je pense. Rafi est passionné de voyage et sa chaîne s'appelle d'ailleurs Rafi Over the World. La plupart du temps, quasiment une fois sur deux, les contenus sont des contenus qui ont été filmés dans les parcs Disney étrangers. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus d'aller voir le vlog de Universal Osaka qui est déjà sorti du côté de chez Rafi et chez moi qui est toujours en cours de production. J'ai aussi sorti des vlogs, alors vraiment très axés sur les attractions et sur mes avis autour des landes et des thématiques. Il y a une vidéo entièrement consacrée à Fantasy Springs, on va revenir dessus dans un instant, et puis après il y a une vidéo sur Tokyo Disneyland et une vidéo sur Tokyo Disney Sea. Avant de débuter, Rafi, et de se plonger dans les thématiques, dans les attractions, je vous propose qu'on parle de l'aspect organisationnel. Les gens veulent savoir. À chaque fois, on reçoit plein de messages. Je pense que toi-même, t'es concerné, Rafi. Les budgets, les avions, les moyens de transport, le logement. Moi, je n'ai rien organisé. Comme je vous dis, là-dessus, je suis un peu plus fainéant, même si parfois, je me suis fait violence, comme en Chine, par exemple. Mais là, c'est Rafi qui avait géré ça. Et donc, déjà, est-ce que tu peux nous dire, Rafi, quelle compagnie on a emprunté, quels étaient les vols les moins chers pour se rendre à Tokyo ? Alors, faut savoir... On va à l'autre bout du monde. Tokyo, vous allez avoir différentes façons d'y aller pour aller de toute façon de manière au Japon. On voulait faire l'expo universelle. On n'en parlera pas forcément, mais c'était vraiment également un objectif. Donc on avait commencé par Osaka. Pour finir à Tokyo, il nous fallait une compagnie qui puisse nous permettre de faire ces deux villes au plus simple. On a pris China Eastern, SkyTeam, on est fan d'Air France. On voulait un Airbus, on a eu tout ce qu'on voulait. Alors China Eastern en ce moment c'est effectivement moins cher parce que ça fait partie de ces avions qui peuvent encore survoler le territoire de nos amis les Russes, enfin de nos amis, plus tout à fait nos amis, mais en tout cas voilà, c'est aussi pour ça que les prix sont plus chers pour les autres compagnies aériennes qui en fait détournent leurs vols commerciaux vers d'autres territoires et ça rallonge votre temps de trajet. Tu parlais de l'exposition universelle, c'est un de mes rêves de toutes les visiter et elle s'arrête déjà quasiment en octobre si je dis pas de bêtises. Donc on va pas trop s'étaler là-dessus. Et donc effectivement tu disais qu'on avait pris China Eastern et donc on avait commencé par Osaka et au retour on était passé par Tokyo. Par Tokyo avec escale à Shanghai, après vous avez plein d'autres options. L'option la plus simple c'est les vols directs avec les compagnies japonaises, Japan Airlines, ANA qui est une des meilleures compagnies du monde, à le savoir, bien au-dessus d'Air France. Vous allez avoir les compagnies du Golfe également qui vont proposer des fois des tarifs très attractifs avec un confort qui leur est très propre et très unique. La 380 d'Emirates quand même. Ouais, super souvenir. On va passer là maintenant au sujet du logement. Le logement à Tokyo. Vous êtes très nombreux à nous poser ces questions-là. Il faut savoir que ce resort Disney est assez complet
en termes de logement est assez dense. C'est un resort qui est assez dense. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités de logement. Mais il faut se dire les choses, ce sont des logements qui sont très chers. Je pense que c'est le resort Disney le plus cher en hôtellerie. C'est vraiment un gouffre par rapport à ce qu'il y a en Floride et par rapport à ce qu'il y a là au Japon. Et donc effectivement, c'est une hôtellerie qui est très très chère. C'est une hôtellerie qui est assez méconnue, peu comprise. Même moi, je la connaissais pas très bien. De manière générale, Tokyo, c'est un resort qu'on comprend pas très bien et qu'on connaît moins bien, tout simplement parce qu'il est moins mis en avant par les réseaux sociaux des parcs Disney américains, qui mettent parfois plus en avant Disneyland Paris, tout simplement parce que, on le rappelle, Tokyo Disney Resort n'appartient pas à la Walt Disney Company, ce sont des parcs qui ont été créés par la Oriental Land Company qui a toujours voulu le faire et ceux du vivant de Walt même. Ils ont obtenu cette autorisation et donc ces parcs sont exploités de manière un peu différente. Rafi, est-ce que tu peux expliquer quels sont les logements qu'il y a autour, enfin lister en fait les hôtels Disney et dire où est-ce que nous on a dormi? Dans un premier temps, il faut savoir qu'au Japon, il y a une crise du logement et donc l'hébergement est forcément très cher. C'est d'ailleurs la seule chose qui coûte vraiment très cher une fois qu'on est sur place, c'est l'hébergement. Donc ça a été un gros sujet qu'on a dû aborder nous pour l'organisation de notre voyage. Forcément, nous sommes des fans Disney, on considère dans un premier temps un hôtel Disney. Spoiler alert, nous n'avons pas dormi dans un hôtel Disney. Autour de Tokyo Disney Resort, vous allez avoir beaucoup d'hôtels qui sont donc autour même du resort ou alors un petit peu plus loin. Vous allez avoir à la même image que Disneyland Paris, c'est vraiment organisé pareil, les hôtels officiels, donc les hôtels détenus par l'Oriental Land Company avec le nom de Disney dedans, qui vont vous offrir des avantages Disney, et les hôtels dits partenaires. Mais attention, les hôtels Disney sont quand même, en termes de thématique, très éloignés de ce qui se fait dans les autres parcs Disney du monde. En fait, tout ce que vous allez voir à Tokyo de manière générale, à part peut-être un peu à l'intérieur du Magic Kingdom, et encore dans 10 ans ce sera pas aussi vrai, c'est plutôt que de la proposition, de la création originale, des propositions qu'on ne retrouve pas, et même je pense même, et c'est toi qui m'avais dit ça Rafi, je crois qu'ils ont sous exclusivité des attractions, et je pense les hôtels aussi, parce que les hôtels n'ont jamais été copiés non plus. Donc, par exemple, quel est l'hôtel le plus cher et le plus réputé? Alors, l'hôtel le plus cher, c'est le tout nouveau hôtel, celui de Fantasy Spring. Ah oui. C'est l'hôtel qui est je pensais pas que t'allais dire ça, en deuxième, qui est à l'entrée exclusive de Fantasy Spring, qui est à Tokyo Disney Sea, qui est un peu à l'image de notre Disneyland Hotel, qui serait à l'entrée d'un parc, mais avec une entrée que personne ne peut emprunter, mis à part les résidents d'un hôtel, qui est au pied du parc, devant toute cette nouvelle zone qui a ouverte il y a maintenant 1 an et demi. Cet hôtel, en termes de thématique, donc c'est la thématique de Fantasy Springs, et ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qui est fait dans Adventure Bay, Adventure Way, ça ressemble au Regal View, c'est de l'art nouveau, parce que l'art nouveau mélange la végétation avec l'architecture, et forcément Fantasy Springs étant très végétalisé, ils ont joué sur ce côté-là à fond. L'hôtel un peu moins cher, et l'hôtel toujours à Tokyo Disney Sea, c'est le Miracosta. C'est cet hôtel qui est devant l'entrée du parc principal avec ses fameuses vues sur le volcan qui sont extraordinaires. Et qui est complètement intégré à la thématique du parc. Moi j'ai mis du temps à comprendre que c'était un hôtel. En fait, ça compose toute l'architecture, toute la séquence d'entrée du parc, qui est une zone italienne qui rend hommage à plusieurs régions d'Italie. Et donc le Miracosta reproduit une ville en fait, italienne. C'est une ville italienne un peu inspirée à la Venise et les chambres vont dedans être très dans un style Discoveryland presque, où ça va être Captain Mickey. Et on va avoir des signes avec l'astrologie, qui vont être très connectés aussi à la thématique de la société secrète, qui reprend énormément le parc. Et vraiment, les chambres sont magnifiques à l'intérieur, c'est un hôtel qui est très détaillé. C'est vraiment une petite merveille, qui a son coût, mais qui est une petite merveille, mais on reviendra sur les coûts après. Autre hôtel, c'est le Disneyland Hotel, qui est presque à l'entrée du Disneyland. Dans un style plus oriental, faut le dire. Dans un style plus oriental, mais qui va reprendre quand même les codes d'un Grand Floridian, d'un Disneyland Hotel à l'époque victorienne, de celui de Hong Kong, dans des couleurs beaucoup plus chaleureuses, mais on reste sur un style qu'on connaît, même nous en Europe. On va ensuite avoir l'hôtel Ambassador, qui lui est au bout de leur Disney Village, qui s'appelle Expiari, qui est un centre commercial. J'ai pas trop aimé. C'est un hôtel qui se veut aussi sur un art nouveau, mais plutôt dans le style bateau, paquebot. Ouais, j'ai pas trop... Voilà. Ça m'a pas trop parlé, ça m'a fait penser au Hollywood Hotel, tu sais, de Hong Kong. C'est exactement le même style. Et le dernier hôtel Disney, sur site, c'est le Toy Story Hotel. Alors là, c'est vraiment immonde. Hôtel qui n'appartenait pas à Disney et qui a été racheté, qui a été rethématisé par la compagnie pour en créer le Toy Story Hotel. Alors dedans, c'est les chambres de Shanghai avec les décorations de Toy Story Playland qu'on connaît à travers le monde. Ça a son charme ou pas son charme, mais il faut savoir qu'à l'intérieur de cet hôtel, vous avez un restaurant qui est très populaire, qui réserve à cet hôtel que pour ça, pour aller manger au Lotso, qui est réservé aux résidents des hôtels Disney. Le dernier hôtel Disney, lui, qui est le moins cher.
souvent est plébiscité par nous les étrangers qui venons de loin. Ce sont les 2 hôtels de célébration. Il y a le Wish et le Discovery, ou Discovery, je ne sais plus son nom exact. Ah, c'est ceux-là qui étaient plus excentrés. Qui sont beaucoup plus excentrés. Donc ils sont, c'est comme si à Disneyland Paris vous logiez vers Torcy ou Bussy-Saint-Georges. Ouais, c'est vraiment un peu abusé, c'est pas aussi loin. c'est quand même à 25 minutes de bus. Et vous avez un bus naturellement qui va vous emmener dans les parcs Disney. Tous les hôtels Disney, je permets de réagir Alex, ont des avantages, mais qui ne sont pas du tout les mêmes qu'on a l'habitude en France. Chaque hôtel aura une entrée dédiée à un des 2 parcs, voire certains les 2 parcs. Contrairement chez nous ou dans tous les parcs Disney, vous pouvez rentrer le matin en priorité. À Tokyo Disney, selon l'hôtel, vous avez soit un parc, soit un deuxième parc, soit les 2 parcs. Et ce n'est que 15 minutes avant. Ça change beaucoup de choses. Il y a aussi des gens qui prennent le fameux Vacation Package. Très rapidement, tu peux nous expliquer Alors, ce que le c'est ? Vacation Package, c'est un forfait qui existe en 1 nuit ou en 2 nuits. Comprend plein de choses. Il existe autant de Vacation Package presque que d'envie de l'entreprise. Le plus populaire est celui qui est disponible seulement en 1 nuit, qui comprend le Fast-Pass pour toutes les attractions en illimité, qui ne comprend qu'une seule fois les attractions de Fantasy Spring ou les dernières nouveautés. Pour vous donner un ordre d'idée, pour nous, à 3, 1 nuit avec les entrées dans le parc, un jour, un autre parc, un autre jour, et les Fast-Pass illimités, c'était 700 € par personne. Et c'est sold out en quelques secondes. Donc, effectivement, les hôtels sont très chers, ce Vacation Package est hors de prix, mais en revanche, le prix des tickets, le prix de la nourriture, le prix des produits dérivés est ridicule. On va revenir dessus dans un instant. Ces hôtels sont tous, alors la plupart, pas les 2 derniers dont parlait Rafi qui sont un peu plus excentrés, mais sinon tous les autres sont connectés par un monorail. Un monorail qui transporte les visiteurs autour des parcs. Un monorail qui n'est pas forcément pratique en fonction de la position à laquelle on loge, parce que parfois on fait un grand tour pour rien. Un peu comme le monorail qui est situé devant l'entrée du Magic Kingdom en Floride. Autre petit désavantage de ce monorail, c'est qu'il est quand même absurdement cher. Mais pourquoi ? Parce que quand vous faites un moyen de transport au Japon et que vous construisez plus de 2 stations et que c'est donc un moyen de transport qui peut être utilisé par les gens, et bien à ce moment-là, ça devient un moyen de transport détenu par l'État. Et bien que ce monorail ait probablement été un petit peu thématisé et co-construit par Disney, il appartient, je pense, à l'État et à la société de transport japonaise. On avait pris une carte pendant 7 jours et ça nous avait coûté... Alors, c'était une carte sur vous avez soit le forfait qui est à 300 yens par trajet, ou alors vous allez avoir des forfaits de plusieurs jours. C'était 4 jours, je n'ai plus le prix en tête, mais c'était beaucoup plus rentable juste avec un aller-retour par jour. Et ça tombe bien ce que tu dis, Alex, parce qu'il faut savoir que la Oriental Land Company est détenue par une société de transport japonaise qui gère les transports de la région. Alors il y a plusieurs co-actionnaires effectivement à l'Oriental Land Company, mais en réalité derrière il y a quand même un peu l'État derrière tout ça. À 5 à 10%, oui. Voilà, et vous le ressentez aussi dans la façon dont est exploité le parc. À un moment donné, j'avais fait la remarque à Rafi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de groupes scolaires, donc il y a aussi peut-être un deal avec les écoles, ça c'est assez impressionnant. Et juste pour conclure cette séquence sur les hôtels, Rafi, est-ce que tu peux nous dire tout simplement où est-ce qu'on a logé ? Alors on a logé dans un hôtel partenaire qui est donc sur site, connecté au monorail. Vous en avez plusieurs, les plus connus sont Hilton et le Sheraton. On a pris le Okura. Pourquoi ? Parce que c'était la chambre la plus grande, on avait beaucoup d'affaires, on a quand même payé 180 € la nuit, hors petit déjeuner, vraiment l'hébergement seul. C'était un des hôtels les moins chers pour les prestations qu'on voulait, les moins chers de même toute la région de Tokyo, et donc nous on était pour notre séjour principalement à Tokyo Disney Resort. C'est pour ça qu'on a choisi cet hôtel. 5 étoiles, ça les vaut pas, c'est pas 5 étoiles françaises, mais c'était le meilleur deal et je pourrais le recommander. Voilà donc pour cette section dédiée aux hôtels, aux moyens de transport. Et juste avant de passer à ce qu'il y a à l'intérieur des parcs et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la découverte du resort en entier, on va parler du prix des tickets, parce que ça c'est quand même quelque chose qui m'a surpris. Alors il faut savoir que moi j'ai tout payé de plein pot, hein. Rafi est cast member, mais les cast members déjà n'ont pas accès au parc. On a découvert ça effectivement en allant là-bas, donc il n'y a pas d'avantage lié aux cast members, et je crois que même les cast members sur place ont très peu d'avantages. Le prix des tickets c'était donc... La semaine, le billet commence actuellement à l'équivalent de 53 à 54 € par personne pour un jour, un parc. Mais sachez que vous pouvez débarquer certains jours à 15h, d'autres 17h. Alors le week-end 15h et la semaine 17h. Pour un prix aussi dérisoire de 30 balles. C'est 30 € à peu près, c'est 29 € je crois en semaine. Tout dépend forcément de la période, vous doutez bien que les vacances scolaires ou les Golden Week, c'est les périodes un peu plus chères puisqu'ils ont la même politique tarifaire que Disneyland Paris ou de tous les parcs selon la saison. Et le week-end, il faut savoir que le plein tarif est à peu près à 70-75 € et le billet soirée en week-end est aux alentours de 45 €. Donc c'est dérisoire, c'est ce qu'on a fait nous le premier soir. Le premier soir, on est quand même rentré pour 30 €. On s'est tapé la soirée nocturne, le show nocturne, on a fait 4 attractions, on avait rencontré déjà 5 ou 6 personnages. Enfin, c'était un délire et en réalité, on aurait pu être beaucoup plus efficace, mais on venait de manière un peu plus chill. Il n'y a pas de hooper. Pour nous, il n'y en avait pas en tout cas. Exactement. Tokyo Disney aujourd'hui
ne se visite qu'en un jour, un parc. Vous voulez faire les 2 parcs dans la journée, vous achetez donc un billet pour un parc et un autre billet pour un autre parc. À savoir que cet été, depuis les réouvertures liées à la crise sanitaire, ils retestent les billets Hooper. Les billets Hooper, c'est les 2 parcs dans la même journée. À voir ce que ça va donner, ça va vous faire économiser, je crois que j'avais fait le calcul, c'est 3 ou 4 euros par rapport au billet un jour, un parc 2 fois. Mais il n'y a pas de billet plusieurs jours, il n'y a pas de passe annuel, tout le monde paye un billet à la journée. Alors, cette histoire de Hooper, je sais pas quoi en penser. Pour moi, le Hooper le plus utile de l'histoire des parcs Disney, c'est évidemment celui de Californie. Parce que en Californie, les parcs sont vraiment la porte à côté. Vous pouvez vous faire coucou des attractions de Disneyland vers les attractions de California Adventure. Le Hooper est aussi très utile en Floride à partir du moment où vous commencez à faire un très long séjour. Ça devient très utile en fait de se balader à sa guise. Un Hooper à Tokyo Disney Resort, je sais pas trop quoi en penser. Les parcs sont très très riches et très complets, mais justement on va en parler. Je vous propose qu'on se plonge dans le cœur de l'émission, la découverte de Tokyo Disneyland et de Tokyo Disney Sea. Et on commence tout de suite par Tokyo Disneyland. Votre voyage à Tokyo Disneyland démarre par un Main Street qui est quand même très familier. L'entrée de Tokyo Disneyland, la séquence d'entrée fait énormément penser à la séquence d'entrée du Magic Kingdom. Et pour cause, en fait, Tokyo Disneyland est un plagiat du Magic Kingdom. En tout cas, l'été, parce qu'il se transforme et on va revenir là-dessus dans un instant. Et c'est troublant, parce qu'on reconnaît des zones qui sont quasiment identiques à tout ce qu'on a pu voir, notamment aux États-Unis, un peu moins proche quand même de ce qui est fait à Disneyland Paris. Je pense que Oriental Land Company a raison de vouloir refaire ce parc, parce que le Magic Kingdom n'a pas d'intérêt là, ici, à cet endroit, là où la clientèle a un rapport très particulier au produit. Et pourtant, il y a quand même quelques pépites. Et donc l'aventure démarre par donc la taupière, cette esplanade. Alors il n'y a pas vraiment d'eau et surtout il y a ce Main Street couvert. Et moi c'est la zone que j'ai le moins aimée. C'est le Main Street couvert qui d'ailleurs là-bas s'appelle le World Bazaar, donc il est entièrement couvert et il est rattaché à plusieurs autres zones. Dès le milieu de l'avenue, on peut rejoindre Tomorrowland et on peut rejoindre Adventureland et aussi une zone New Orleans Square qui est un peu connectée à ce World Bazaar. En fait, le problème de cette verrière, moi je vais vous le dire, c'est tout simplement le fait que ça fait un bruit de dingue. On n'entend même pas la musique et c'est cacophonique et surtout cet acier, cette verrière se mélange pas très bien à la thématique de Main Street parce que c'est en fait ni plus ni moins que Main Street dans la version de Floride. Nos arcades couvertes à Disneyland Paris ont un charme et sont beaucoup plus intéressantes. Qu'est-ce que toi t'as pensé du World Bazaar, Rafi ? Qu'est-ce que ça t'a fait comme impression ? Moi, forcément, je découvre un château Disney et il y a une vue qui est unique. Et je l'ai eue alors. Oui. C'est la vue avec le château et les arches. Voilà. Et cette vue, c'est vrai qu'elle est unique. Je comprends tout à fait ce que tu dis sur le bruit, mais on a eu de la chance sur notre visite. Mais il faut savoir qu'au Japon, il pleut 80% de l'année. Et donc avoir toute cette zone couverte qui peut accueillir autant de monde, c'est forcément aussi une contrainte qu'ils ont dû prendre en compte à l'époque. Ils ont réfléchi après avec Disneyland Paris et tous nos passages couverts, mais ça a été une évolution, notamment grâce au World Bazaar. En vrai, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le seul grand avantage, c'est que ça permet d'avoir des grands bâtiments, qu'on les voit pas forcément, que c'est pas très gênant pour le reste du parc, et d'avoir des grandes boutiques et des grandes allées larges pour la foule. C'est dans cette zone, en revanche, que vous allez rencontrer tous les personnages Disney. C'est-à-dire que là-bas, ne vous fatiguez pas à aller dans des files d'attente et dans des meet fixes toute la journée. À toutes les heures, vous avez des dizaines, parfois même plus. Il y a une après-midi, je pense que j'ai vu quasiment une vingtaine ou une trentaine de personnages qui sortaient en même temps, qui sont ce qu'on appelle en set libre, ou parfois en meet, mais genre vraiment sans aucune file d'attente, puisque de toute façon, il y en a tellement. Ils se baladent à l'intérieur du World Bazaar quand il pleut, sur l'esplanade à l'entrée, donc ce qu'on appelle la main entrance, et puis voilà, ils sont... alors il y en a aussi un peu dans les landes, mais c'est surtout là que vous trouverez un maximum de personnages, et donc il y a une profusion de personnages, des personnages extrêmement rares que vous pourrez jamais rencontrer à Disneyland Paris, comme par exemple Esmeralda. Vous avez aussi Marine la Bonne Fée, tous les princes qui sont seuls, sans leur princesse, et toutes les princesses aussi, mais sans leur prince. Enfin, c'est vraiment un délire et ça bouge tout le temps et toutes les 20 minutes, le groupe se modifie complètement et vous avez de nouveau 20 nouveaux personnages qui sortent. C'est absolument hallucinant et tous les VIP aussi. Alors après, on dépasse le World Bazaar et on arrive sur Central Plaza. Alors vraiment, moi j'aime énormément le Central Plaza du Magic Kingdom en Floride, mais il a perdu de son charme parce que tous les arbres ont été coupés pour accueillir le spectacle Happily Ever After à l'époque, et donc il fait très très chaud, c'est extrêmement bétonné, et donc du coup voilà, je pensais pas être surpris par le hub du Magic Kingdom, de Tokyo Disneyland, parce que en fait là-bas je le trouve à la fois plus grand, c'est un parvis qui est immense,
Et d'ailleurs, la parade, en fait, le traverse de manière un peu différente. La parade le coupe de manière complètement perpendiculaire. Oui, c'est un hub qui est immense, et donc il y a une sensation d'immensité. C'est vrai que quand vous sortez de la verrière et que vous vous retrouvez sur cet immense hub, ça m'a impressionné par cette immensité. Et donc, le château est moins écrasant parce qu'il est plus loin et qu'il est sur un parvis beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, à cet endroit-là, vous avez les Main Street véhicules, mais en fait, vous n'avez que le omnibus. Vous en avez 2 d'ailleurs, c'est ça qui est original, et qui tourne, mais du coup, ça sert à rien, mais qui tourne en cercle, en fait, de façon circulaire sur ce hub. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cet endroit, Rafi, à cet endroit-là? Moi, j'ai adoré Central Plaza. Au-delà du fait de ce que tu dis, la végétation, c'est que c'est vraiment un lieu de passage. Et tous les chemins mènent à Rome. À Tokyo Disneyland, tous les chemins mènent à Central Plaza. Et on va avoir des vues qui sont complètement différentes. Mais surtout, c'est quand même là où on a couronné Donald. Ah oui, alors c'est un lieu de vie. Effectivement, le hub de Tokyo Disneyland, c'est un lieu de vie parce que, en fait, les Japonais viennent avec des nappes. Oui, c'est ça, des nappes. Ils s'assoient dessus, ils retirent leurs chaussures. Ils retirent leurs chaussures parce qu'ils sont hyper propres. Et ils attendent toute la journée les spectacles. Il y a une profusion de spectacles, que ce soit la parade nocturne, la parade de jour, mais aussi le show Donald. Donc on était en pleine saison sur Donald, et Donald était devenu une sorte de divinité dans le parc, mais je vous dis ça sans aucun second degré, c'était vraiment comme ça. Et donc les gens étaient tous déguisés en Donald. On reviendra sur les spectacles juste après, mais effectivement le hub est un lieu de vie parce que toute la journée, de 9h jusqu'à la fermeture du parc, les Japonais sont installés des journées entières pour voir ces spectacles, et ils se relaient pour aller sans doute dans les attractions, aller consommer de la nourriture, et ils gardent leur emplacement comme ça avec ces nappes-là. Et d'ailleurs, sachez qu'il faut venir assez tôt au spectacle pour avoir une place, mais comme ils sont tous assis, et comme ils sont aussi souvent, enfin on est plus grands qu'eux, nous les Européens, donc du coup les spectacles sont quand même assez bien visibles. Ensuite, je propose qu'on démarre par le land qui moi m'a le plus plu. Ah, je sais lequel c'est. C'est lequel à ton avis? Toi, ça va être la partie à gauche du parc, ça va être la partie Westernland et Oui. Adventureland. En fait, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Parce que le Westernland, là-bas d'ailleurs, qui s'appelle pas Frontierland, est vraiment très très proche des Frontierland américains, mais sublimé. C'est-à-dire que pour moi, ils sont beaucoup beaucoup plus beaux qu'aux États-Unis. Parce que ils sont superbement bien entretenus, et puis parce qu'ils ont été configurés d'une manière plus originale. Et vraiment, j'ai été complètement embarqué par cette ambiance. Le Rivers of America, le Critter Country, le Railroad est fabuleux. Alors déjà, le Railroad, il part d'Adventureland, il part pas de Westernland, mais la majorité de son parcours est plutôt dans le Westernland. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les moyens de transport au Japon, si vous construisez plus de 2 stations, alors à ce moment-là, ils appartiennent au Japon. Et donc, vous n'avez qu'une seule station, et le Railroad, en fait, fait un tour entier qui est assez long. Il y a d'ailleurs même 2 trains, c'est ça qui est fou, c'est qu'il exploite avec 2 trains, mais il fait tout le tour de Adventureland et Westernland, ainsi que Critter Country. Et donc, quand vous entrez dans Westernland, vous êtes dans une version très très proche du Frontierland du Magic Kingdom, mais quand même que j'ai trouvé plus beau, où j'ai moins souffert de la chaleur, plus végétalisé, et surtout le Rivers of America était absolument somptueux. Il y avait le Mark Twain quand même qui circulait là toute la journée. Il y avait aussi des décors vraiment que je trouvais plus spectaculaires dans le Rivers of America, qui était quand même beaucoup plus beau que Feu, celui du Magic Kingdom. Et puis il y avait Big Thunder Mountain. Alors pour le coup, Big Thunder Mountain, je crois que la version parisienne surpasse toutes les autres, et je pense que c'est confirmé en faisant ça. Et puis en fait, vous avez aussi Haunted Mansion, mais qui n'est pas vraiment dans le Westernland, qui est situé dans Fantasyland, parce qu'ils ont un rapport aux fantômes qui, paraît-il, n'est pas le même que nous. Et puis après, vous avez le Critter Country, et alors là, coup de cœur. Critter Country, c'était fabuleux, tellement mieux intégré en fait, même qu'au Magic Kingdom, hein. C'est ça qui est fou. Et vraiment, cette zone m'a vraiment émerveillé. C'est là aussi qu'il y avait Pocahontas en set libre, et j'ai vraiment adoré cette zone-là. Et on va parler dans un instant de Splash Mountain, qui est quand même l'attraction emblématique de cette zone. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Critter Country et de Westernland, Rafi? Alors, c'est le deuxième land sur lequel vous arrivez quand vous traversez le parc, et je suis peut-être d'accord avec toi pour dire que c'est magnifique. On souffre beaucoup moins. Pourtant, c'est tout aussi bétonné que Magic Kingdom, mais on en souffre beaucoup moins par leur disposition du parc, et parce que c'est du bitume au sol, hein. Il n'y a pas comme chez nous des pavés, il n'y a que notre parc qui est pavé, et pourtant on n'en souffre pas autant qu'à Magic Kingdom. Le layout, on s'y perd, mais surtout, tu l'as dit, River of America. Et moi qui suis un grand fan de Tom Sawyer Island, je crois qu'Alex m'a jamais vu comme un gosse comme ça en train de faire des toboggans. C'est Tom Sawyer Island, qui est une île qu'on va traverser en bateau pour aller rejoindre et explorer une île avec des forts, des caves, etc. On va en parler tout au long. À chaque fois on vous dit c'est beau, mais parce que je n'ai jamais vu un endroit aussi bien entretenu de ma vie que ce parc-là. Oui, tous les effets fonctionnent, il y a les canoës, en fait c'est incroyable. On a l'impression d'être dans un parc Disney des années 90 qui fonctionnait normalement dans les années 90, mais aujourd'hui la Walt Disney Company n'exploite plus très bien ces parcs, et on sent
cette faiblesse quand on visite Tokyo Disneyland, où ils n'ont pas du tout ce problème ni d'entretien ni d'exploitation. Donc l'attraction emblématique de ce Westernland, c'est Big Thunder Mountain, qui est très bien, très proche de la version de Floride. Je sais pas où va ma préférence entre celle de Floride et celle de Tokyo, voilà. Je vous avoue que, évidemment, c'est très dur de faire mieux que notre Big Thunder Mountain parisien. Dans ce Westernland, vous avez aussi Country Bears. Exactement, mais dans une version complètement originale. Mais alors on m'a dit qu'apparemment, alors je sais pas si c'est vrai parce que je connais pas assez bien Tokyo Disney Resort, mais ça tourne les versions. Il y a une version standard, il y a une version vacances, et il y en a encore une autre. Ah bah nous on a eu la version vacances. Ils étaient en vacances, ils sirotaient leur Slush. Ouais, voilà. Ils étaient habillés en maillot de bain et ils étaient en vacances et ils chantaient plein de musiques exotiques. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. Alors ça fait partie des étrangetés de Tokyo Disneyland, c'est que petit à petit, les Imagineers ont compris sur place qu'il fallait réadapter les attractions à la culture japonaise, et donc beaucoup d'attractions comme ça sont twistées ou réinventées pour matcher à la culture japonaise. La Oriental Land Company a incorporé, fait son catalogue dans les parcs américains, a dit je veux ça, et ils l'ont copié-collé. Aujourd'hui, tu le dis, tout se réinvente, et on va en parler même dans les autres lands. Notamment Adventureland où un classique a été complètement réinventé et ce n'est que le premier. L'attraction emblématique et la plus populaire de cette zone, c'est Splash Mountain. Mais alors un Splash Mountain que moi j'ai jamais connu, parce qu'en fait, comme on vous le dit, tout est tellement bien entretenu que j'ai à peine reconnu les intérieurs de Splash Mountain. Alors déjà, ce qui change, c'est que l'attraction est beaucoup mieux positionnée. Elle est la séquence d'entrée, enfin on monte vers l'attraction, elle est positionnée en hauteur, elle est clairement beaucoup mieux positionnée. Ensuite, une grosse partie de la file d'attente donne vue sur River of America, le Railroad, donc c'est magnifique. Et enfin, une grande partie de la file d'attente est en intérieur, parce que problème de météo fait que du coup la file d'attente est en intérieur. Et alors c'est aussi fabuleux de redécouvrir l'univers de Splash Mountain, mais dans un univers en intérieur. Enfin, c'est vrai que les files d'attente de Splash Mountain aux États-Unis sont plutôt en extérieur, donc on n'était pas très bien introduit aux thématiques. En extérieur, voilà, il y avait plein de passages qui n'étaient pas couverts et tout, donc des endroits où c'est plus difficile pour le visiteur de s'immerger dans une thématique. En intérieur, ça raconte une histoire complètement différente. Enfin, on est immergé beaucoup plus tôt dans l'histoire, et la file est particulièrement longue et un peu inquiétante. T'as remarqué, Rafi? On rentre dans le terrier. On est dans le terrier, ouais, c'est ça. Et l'attraction, tu l'as dit avec la météo, en plus s'adapte à la météo. Alors donc, c'est elle ça peut mouiller comme elle ne peut pas mouiller. Et on l'a constaté. Alors que nous, la météo était vraisemblablement la même. Mais effectivement, un jour, on a visité le parc, il pleuvait. On n'a pas été mouillé à l'intérieur de l'attraction, ou très peu. Un autre jour, il faisait très chaud, on a été très mouillé. Donc il la change, il régule le niveau de l'eau tous les jours. Une autre spécificité de l'attraction qui m'a marqué, qui n'existait pas en Floride, et ça je m'en rappelle très bien, et c'est Rafi qui l'avait noté, c'est que les scènes... Alors il y a des scènes qui sont en boucle, qui fonctionnent en boucle, et donc il y a des vraies boucles, comme par exemple la scène finale, Zippity Douda, elle est en boucle, mais vous avez des scènes qui s'activent au passage du bateau, et qui permet de rajouter... Enfin, la storyline est clairement plus dramatique, et il y a un vrai parti pris plus cinématographique, parce que le fait d'activer une scène permet d'être sûr que le visiteur a bien compris un élément de l'histoire qui est plus spécifiquement mis en scène. Et ça m'a particulièrement marqué. C'est vraiment unique, mais ça a son défaut, c'est que du coup l'attraction a moins d'animatronique que les deux premières versions en Floride. Tu crois? La version, j'en suis sûr et certain. Ok. Donc je rends à César ce que César, j'ai dit que Tiana, mon problème à Tiana, c'était le manque d'animatronique, que je préférais Splash Mountain pour cette raison. J'ai adoré Splash Mountain à Tokyo, mais ça manquait quand même, je pense, d'animatronique, notamment dans le Laughing Place, la partie souterraine. Ok, mais sinon, c'est vrai que ça faisait très bizarre et on était tous perturbés de refaire Splash Mountain dans une version aussi bien entretenue, aussi spectaculaire. Et en même temps, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Walt Disney Company fait pression sur la Oriental Land Company pour proposer un autre concept. Et quoi qu'il arrive, ce sera pas Tiana Bayou Adventure, parce que déjà à Tokyo, ils ne font jamais, ils ne créent plus d'attractions inspirées des parcs américains ou des autres parcs. Ça, c'est le premier parti pris. On l'a vu par exemple pour le World of Frozen. Et puis aussi parce que on pense que c'est pas un univers qui va forcément parler aux Japonais, et donc ce sera une exclusivité qui sera sans doute proposée à la place de Splash Mountain, et à mon avis ce sera quelque chose de particulièrement grandiose et spectaculaire, parce qu'il faut savoir que l'attraction est déjà très populaire, et donc la Oriental Land fera tout pour faire en sorte que cet endroit reste populaire. Et aujourd'hui on sent qu'ils sont pas très enjoués à l'idée de faire partir l'attraction. Alex, tu peux le dire, hein, le jour où on a eu cette fameuse tempête où il pleuvait, 60 minutes d'attente dans une attraction aquatique. Voilà. Il y avait autant de temps que à La Belle et la Bête. Voilà, donc voilà pour Westernland. On vous invite vraiment à faire le Mark Twain, à faire les canoës aussi. Vous pouvez faire l'impasse sur le Big Thunder Mountain, qui est quand même très proche des versions aînées. Et puis voilà, à Disneyland Paris, on a quand même la meilleure version. Et ensuite, direction le Adventureland. Alors Adventureland, comme en Floride et en Californie, c'est un Adventureland qui est très petit.
parce que Jungle Cruise prend une place immense. Et donc c'est très difficile pour les visiteurs de circuler là-dedans. Mais j'étais très content de faire Jungle Cruise, qui comme vous le savez est une de mes attractions préférées dans les parcs américains. Forcément quand c'est une attraction qu'on n'a pas chez nous, c'est une attraction qu'on prend plus plaisir à découvrir quand on est en Floride, en Californie, et le Jungle Cruise est présent là-bas. Dans le Adventureland, vous avez aussi Tiki Room, version Stitch. Vous avez le départ du Disneyland Railroad et aussi Pirates des Caraïbes, dans une zone qui n'est pas vraiment Adventureland, mais qui est une sorte de New Orleans Square, mais qui est mieux positionné du coup parce qu'il est juxtaposé à l'Adventureland. Et d'ailleurs, ce New Orleans Square, j'ai adoré. Il est tout petit, mais il est magnifique. Mais il est magnifique. Il est peut-être un peu moins détaillé que celui de Californie, mais ça va être un bon mix entre la Californie et la Floride. Alors on sent tout de suite la patte qui a été prise du mix des deux du catalogue choisi à l'époque de l'ouverture. On n'a pas pu faire Pirates des Caraïbes, donc moi qui me fais pas spoiler, je ne sais pas ce que vaut cette version-là. Stitch en Tiki Room, c'était à mourir de rire. Alors je propose qu'on commence par cette première attraction. On va parler de Stitch en Tiki Room. Donc effectivement, vous avez Tiki Room qui démarre. Et puis vous êtes dans la file d'attente, et juste avant la file d'attente, en fait vous voyez que Stitch s'est échappé, qu'il a tout pété, il y a ces traces de pas partout, il y a des affiches que Lilo a laissées pour que Stitch soit retrouvé, et le spectacle de Tiki Room démarre, et c'est Tiki Room. C'est pas tout à fait Tiki Room, mais on sent la vibe. Voilà, avec des musiques hawaïennes, mais voilà, c'est la storyline normale, et d'un seul coup, surgit au milieu du truc, Stitch, avec un audio animatronics qui est plutôt hyper bien fait quand même, oui. Et qui vient perturber le truc et qui vient chanter. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Je fais une hallucination, quoi. Mais je trouve qu'ils ont trouvé le twist parfait pour redynamiser l'attraction. Alors, chose que j'applaudirais, sauf à Disneyland où on ne touche pas, soyons bien d'accord. Mais je trouve que, voilà, c'est la version japonaise de la chose, de refaire une nouvelle attraction avec de l'ancien, tout en gardant le côté classique et en l'adaptant à la culture et à la popularité du personnage de l'époque. Alors moi, vraiment, j'ai adoré Tiki Room, mais ce que j'ai préféré, c'est Jungle Cruise, parce que j'adore cette attraction. Là, c'était la version de Floride. Alors, je crois que là-bas, ils n'ont pas changé les fameuses scènes. Il y avait quelques scènes problématiques qui ont été enlevées en Californie, en Floride, et d'ailleurs, j'adore la nouvelle storyline en Californie, en Floride. Voilà l'exemple pour moi d'une réhabilitation réussie, et en même temps qui est respectueuse de tout type de public. Là, au Japon, ils n'ont pas fait ce choix-là, mais par contre, il y a de la musique. Il y a la musique du Roi Lion, par exemple, dans la scène africaine. Il y a de la musique aussi lorsqu'on traverse les scènes indiennes, si je dis pas de bêtises. Et puis, voilà, j'ai adoré les décors parce que tout simplement, ils sont superbement bien entretenus. Il y avait même une scène, vraiment, je crois pas que c'est comme ça dans la version de Floride, mais souviens-toi, en intérieur, là, il y avait un mapping qui était absolument incroyable. C'est la version de Floride, mais un peu... upgrade. La seule chose que j'ai à dire, bon, au-delà du fait qu'on ne comprend pas puisque c'est en japonais, c'est un gros problème, mais... Pour moi, Jungle Cruise, c'est les blagues et c'est l'humour. Vu les gens sur le bateau, je pense que c'était plus un guide touristique plutôt qu'une balade humoristique. Les Japonais sont pas très expressifs, donc on sait pas si c'était vraiment drôle ou pas, ou si on avait un bon skipper ou pas. En tout cas, on sent bien que c'est pas compris par le public, hein. C'est une zone qui va disparaître. On le sait. Dans la nouvelle version d'Adventureland, on voit bien, je pense que ça va disparaître. On voit que Jungle Cruise n'apparaît pas, donc ça va sauter. Probablement au profit d'attractions sur l'univers de là-haut. Il faudrait que je me replonge dans le concept art. Je l'avais traité d'ailleurs juste avant de partir en vacances. Donc en ce moment, c'est Tomorrowland qui est en gros travaux. Mais la prochaine zone qui va rentrer en gros travaux, c'est Adventureland. Et donc voilà pour ce Adventureland qui est pas mal, mais c'est pas ma zone préférée. Et ensuite, on va parler du Fantasyland. Alors le Fantasyland, moi j'ai du mal. Avec le Fantasyland du Magic Kingdom, avec le Fantasyland de Tokyo Disneyland, j'ai eu un peu de mal, je vous avoue. Voilà, parce que il est un peu en carton-pâte. Pour moi, le vrai beau Fantasyland, c'est celui de Disneyland Paris et celui de Californie, qui a suivi un peu ce chemin d'ailleurs et qui ressemble un peu par certains aspects. Et donc voilà, moi j'ai pas trop aimé le Fantasyland de Tokyo Disneyland, dans lequel vous avez une attraction emblématique, c'est It's a Small World. Alors là par contre, It's a Small World, un délire. Ah bah c'est la version japonaise, mais ce qui est étrange avec un personnage d'un univers qui n'aime pas du tout. C'est vrai que cette attraction est calquée sur l'univers de Groot, donc qui est un personnage qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie, dans les Avengers. Mais c'est vrai que Raffi a raison, il n'y a pas du tout de Marvel au Japon. On voit bien que ça ne marche pas du tout sur eux et que c'est pas du tout une piste que souhaite étudier la Oriental Land. Mais comme Groot est mignon, qu'il est rigolo et qu'il est attachant, ils ont juste pris ce personnage pour l'intégrer à la storyline de It's a Small World. Et donc au début, il apparaît dans toutes les scènes emblématiques, mélangé aux personnages Disney. Donc c'est aussi une version où vous avez les personnages Disney. Et à la fin, en fait, Groot est avec tous les autres personnages Marvel. Que ce soit Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, Avengers, on les a tous vus, et je crois qu'il y avait même Shang-Chi, Black Panther. Alors franchement, au début je me suis dit mais what the fuck, et en fait plus j'y pense, plus je me dis c'était quand même bien rigolo. Pour moi j'ai trouvé que c'était du génie parce que au-delà de chercher
les personnages Disney ont cherché Groot. Et l'attraction s'est une nouvelle fois réinventée comme Tiki Room et a créé une nouvelle version de ce grand classique qui est It's a Small World, dans une version qui est beaucoup plus jolie que celle de Floride, aujourd'hui qui est la pire au monde, version. honneur à la nôtre qui pour moi reste la meilleure version. La nôtre est la meilleure version, mais elle se développe pas assez vite. Et pour moi, il faut absolument que dans la nôtre, il y ait les personnages Disney. Maintenant, il les faut, c'est obligatoire. Je comprends pas quand il y a eu cette réhab il y a 2 ans, pourquoi ils ont pas fait ça. Pour moi, c'est qu'une question de temps, mais il faut absolument intégrer les personnages Disney ou alors intégrer une histoire avec des personnages. En fait, les gens cherchent les personnages, ils les pointent du doigt. Ça crée un rapport à l'attraction qui est pas du tout le même que quand on fait la version générique classique. Haunted Mansion ensuite. Haunted Mansion, qui est presque identique. Voilà, qui est identique à la version de Floride. Il y avait une scène des araignées qui était... Oui, à la place de la scène des escaliers. Voilà, qui m'a manqué. Clairement, qui m'a manqué. J'aurais voulu voir la scène des escaliers. Bon, clairement, on comprend vite en faisant Haunted Mansion qu'ils vont vite le changer. Bah, si, c'est sûr. Un jour, pour moi, ils vont intégrer quelque chose de rigolo, de kawaii là-dedans, ou alors ils vont refaire l'attraction, mais... Pour moi, ça rencontre pas son public, c'est pas là où il y a le plus de monde. Alors après, dans le Fantasyland, je voudrais pas dire de bêtises. Ah bah si, quand même. Dans le Fantasyland, il y a une attraction que j'ai adorée. Ah bah oui, tu l'attendais longtemps en plus, Oui. cette attraction. Une attraction que j'ai recherchée dans tous les parcs Disney du monde. Je pensais qu'elle existait à Shanghai, à Hong Kong. Je croyais même que je pourrais la trouver en Californie, où c'est encore une autre version. Et ben non, elle est à Tokyo Disneyland. C'est le premier trackless de l'histoire des parcs Disney. Donc vous savez, ces véhicules qui se déplacent de manière autonome, sans rail. C'est Winnie l'ourson. Exactement. Et merveilleux. Je suis tombé amoureux de cette attraction. La file d'attente d'abord, parce que moi, vous savez, je suis pas un fan de Winnie l'ourson. Même pour dire que je déteste cet univers, je le rejette. C'est pas parmi les univers qui me parlent le plus dans l'univers Disney. Et j'ai adoré la file d'attente, qui d'abord est pas tellement sur l'univers de Winnie l'ourson. On dirait une file d'attente un peu victorienne. Ouh, c'est un jardin. C'est un jardin qui est magnifique. Et après, on est plongé dans le livre. Et après, on se retrouve sur ces véhicules un peu autonomes dans des très grandes pièces. Et on est mélangé avec ceux qui sont partis un peu avant nous ou ceux qui sont partis un peu après. Et j'ai adoré les effets qu'il y avait. On retrouve un effet d'ailleurs dans La Belle et la Bête, un effet spectaculaire où Winnie disparaît dans son rêve. C'est un effet qui est réutilisé à plusieurs reprises dans le parc et principalement dans l'attraction La Belle et la Bête. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cette attraction, Rafi ? Winnie l'ourson, pour moi, ce qui était dingue, c'est que c'est la même storyline que dans tous les autres, sauf qu'elle a été encore une fois upgradée pour en créer quelque chose d'unique. Au-delà du véhicule, c'est les décors, c'est les mêmes scènes, mais complètement modifiées, avec une nouvelle vague de jeunesse et qui rend hommage à l'attraction qui en devient un grand classique pour quelque chose qui était pourtant pas si bien que ça. Alors il y avait aussi un restaurant sur l'univers d'Alice. En fait, à l'endroit où il y a notre labyrinthe, et ben eux ils ont un restaurant labyrinthe sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis après, vous avez une visite du château que je vous recommande parce qu'il est difficile de visiter le château en Floride. Et comme c'est quand même celui de Floride, et ben celui-là on peut le visiter, on peut voir les intérieurs. Et c'est un petit parcours à pied avec des petits audio animatroniques, des petites figurines miniatures. C'est vraiment très très beau. Et je pense qu'un jour il sera exploité un peu différemment cet endroit-là. Et j'ai trouvé ça très cute. Il y avait aussi Blanche-Neige et Pinocchio. Équivalent. C'est vraiment identique à nos versions. Ensuite, vous avez le Mickey Toontown. Alors là, j'étais très surpris, je savais pas qu'il y était. Il faut savoir que le Mickey Toontown, si je dis pas de bêtises, il a existé au Magic Kingdom. Tout à fait. Il existe en partie encore. Et il existe... Hein ? Bah oui. Où ça ? Bah c'est là où il y a Daisy qui rencontre en clochardasse. Mais non, mais ça c'est le circus. Oui, c'est le reste, Oui, c'est connecté. Ah non, mais c'est plus du tout la même thématique, ça n'a rien à Oui, voir. mais c'est connecté. Là, Rafi fait allusion au circus, qui est donc une zone circus qui est... Et le Goofy Sky. Voilà, mais qui rend hommage... Ah, mais c'était Ah, tu m'apprends un truc. C'était une attraction de Mickey Toontown qu'ils ont gardé. Ça fait partie de la connexion, oui. Mais qui existait avant le... Qui savent, c'était Mickey Toontown. J'apprends des trucs, j'adore. Non mais c'est pour ça que j'adore Rafi, parce que j'apprends plein de choses. Et donc le Mickey Toontown de Tokyo Disneyland me semble très proche de celui qu'il y avait au Magic Kingdom. Et donc il est pas si proche de la version californienne. Et il est très grand, il est immense. C'est ça qui m'a frappé. Voilà, moi Mickey Toontown, je suis un peu partagé. Je l'ai bien aimé en Californie, mais j'aime pas celui de Floride, que je trouve très bétonné, très cartoon. Le parti pris graphique m'intéresse pas, puis ça manque de Mickey Ronomo et Railway, qui colle vachement bien à l'ambiance de la zone californienne. Et donc dedans vous avez Roger Rabbit, que ça par contre j'adore. Alors Rafi est moins fan de Roger Rabbit, mais... Jamais vu le film, mais c'est un bon dark ride. C'est vraiment un dark ride qui est vraiment fun et tout, et on a commencé par ça avec Robin, il était très surpris de la qualité du dark ride, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé, et très bien entretenu. Donc voilà, et puis après on a visité toute la ville de Mickey Toontown, vous pouvez rencontrer Minnie, Mickey, vous avez les personnages en set libre aussi à tout moment de la journée. Bon, le Mickey Toontown, sympa, mais pas non plus une de mes zones thématiques préférées. Et puis dans le Fantasyland, vous avez désormais un New Fantasyland. Et c'est là où vous avez pour moi la meilleure attraction de tout le parc, La Belle et la Bête.
Avant de parler d'attraction, sachez que c'est une zone qui comprend un restaurant, une boutique, mais aussi un théâtre et un spectacle dont on va parler aussi juste après. Mais on commence d'abord par l'attraction, La Belle et la Bête, que je connaissais déjà par cœur parce que j'avais traité le on-ride et puis parce que cette attraction me fascinait d'un point de vue technique, mais d'un point de vue aussi musique et storytelling. Alors c'est un trackless, mais qui fonctionne pas tout à fait comme Ratatouille. Où en fait Ratatouille, vous avez du décor réel et puis après vous êtes devant un écran et vous restez longtemps devant l'écran. Là, vous n'avez pas du tout d'écran. Vous rentrez dans des immenses salles où vous restez longtemps dedans, parfois jusqu'à 2 minutes dans ces salles-là. Donc c'est très très long. Ces salles-là sont volontairement, c'est chorégraphié, c'est des moments en fait où les scènes sont chorégraphiées. Alors il y a tant de choses à dire sur l'attraction, d'ailleurs je réalise que j'ai pas parlé non plus de la file d'attente qui est assez spectaculaire, qui est magnifique, qui est une visite du château. Et donc effectivement quand vous êtes à bord des véhicules, vous êtes dans des secoupes et vous démarrez d'abord l'aventure par les cuisines, les coulisses en fait. Et en gros, on vient d'assister à une engueulade entre la Belle et la Bête qui lui dit « je vous invite à dîner », elle refuse. Alors qu'elle refuse, il commence à préparer le repas, et là, il y a Madame Samovar qui nous prévient et qui nous dit « elle a accepté de venir, on va lui servir un repas ». Et alors à ce moment-là, au moment même où le repas démarre, eh ben nous, on est servi à table. Et c'est pour ça qu'on est dans les fameuses cups. Le repas démarre et ça commence par C'est la fête. Et c'est là que démarre l'aventure. Et c'est que des séquences musicales. C'est les 3 plus grosses séquences musicales, enfin les 3 séquences musicales les plus populaires du film. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cette attraction? C'est une merveille et j'étais enchanté en sortant. Parce qu'il y a une façon de raconter l'histoire et une qualité d'animatronics qui est... Enfin, c'est parmi les derniers créés, donc forcément la technologie a évolué. Et c'est vrai que c'est une attraction qui, à la fin, quand on sort, nous a touchés. Mais au plus profond, je pense, de nous. Moi, je le dis, j'ai eu les larmes aux yeux. On est ému. Avec le recul, ça manque d'animatronique, ça manque d'effets pratiques et waouh. Il faut pas que j'oublie cette sensation de quand je suis sorti la première fois. Oui, j'ai ressenti quelque chose. Et ça, c'est fort. En fait, il y a des attractions que j'adore. Rise of the Resistance, j'adore, mais j'ai pas eu les larmes aux yeux. En fait, Flight of Passage, elle pour moi, elle est dans cette catégorie-là d'attractions qui m'ont mis les larmes aux yeux. Parce que tout nous conditionne pour nous embarquer dans cette histoire d'amour entre la Belle et la Bête. C'est très axé là-dessus, sur le fait qu'ils tombent amoureux. Et tout nous conduit vers la scène finale. D'ailleurs, ils font exprès de mettre Adam en humain pour justifier le fait que ce soit la scène finale. Et c'est fantastique. Cette scène finale où la musique monte, où on est dans le final du film et que la musique monte et qu'on les voit danser ensemble et que d'un seul coup nos secoupes sont entraînées vers la dernière pièce et qu'on les voit continuer à danser ensemble loin comme ça. Enfin franchement c'est merveilleux, il y a une telle poésie, il y a une telle mélancolie, il y a... Vraiment pour moi on est plongé dans le classique. Rafi a raison, ça manque de du animatronics mais tout a été fait pour rendre la dernière scène très réaliste. Oui. Et donc de voir ces deux personnages danser comme pour de vrai, on a l'impression qu'ils étaient réels, enfin qu'ils étaient là vraiment devant nous, et de voir cette volupté, leurs mains, leurs visages si expressifs, enfin, franchement c'est magnifique, enfin, c'est une des plus belles attractions que j'ai fait de ma vie, j'ai encore du mal à la classer, mais pour moi La Belle et la Bête est la plus belle attraction du parc, et probablement mon attraction préférée, maintenant j'ai bien réfléchi, c'est mon attraction préférée à Tokyo Disney Resort. Vraiment, faites-le le soir, notamment à la nuit tombée, là l'attente peut commencer à descendre. C'est sinon évidemment l'attraction la plus populaire avec parfois jusqu'à 2 heures d'attente. Et dans l'extension de cette zone, vous avez un théâtre. On va parler longtemps des spectacles à Tokyo Disney Resort, mais celui-ci c'est le coup de cœur. Je tempère Rafi. Moi les spectacles à Tokyo Disneyland en intérieur m'ont pas tous enchanté. Par contre celui-là est le meilleur. Ah mais... Et je l'ai adoré. C'est parmi peut-être le meilleur que j'ai vu au monde. Il s'appelle Mickey Magical Music World, je crois que c'est ça. C'est un spectacle de type Mickey le magicien, comme il y a dans tous les parcs Disney du monde. Mickey qui se balade de conte en conte Disney, mais avec un nombre impressionnant de personnages Disney. Le seul défaut de ce show, c'est juste qu'il n'est pas joué en live. Mais tout le reste, c'est d'une perfection de la machinerie, de la light, de la chorégraphie, de la surprise, de l'émotion, tout y est. Tout y est. Ce spectacle était fantastique. Rafi a assez bien résumé, donc je vais pas en dire plus. Et surtout, le théâtre est magnifique aussi. Il est très très haut, mais il est magnifique. Il est superbement bien intégré à la zone. Et c'est une des plus belles zones du parc, effectivement. Pourtant, on reconnaît le parti pris esthétique de ce qui a été fait dans le New Fantasyland, notamment au Magic Kingdom. Encore une fois, la Oriental Land a voulu avoir des exclusivités, donc c'est des zones, c'est des expériences qu'on peut pas forcément vivre de cette façon-là dans les parcs américains. Alors, je reviens juste dessus, quand même, parce que c'est important de le préciser. C'est compliqué de rentrer dans les spectacles à Tokyo Disney Resort. Ouais. Il faut faire une réservation qui sera une loterie au hasard avec un choix d'horaire. Vous l'avez pas, si vous n'avez pas réussi à avoir votre choix d'horaire, votre seule solution de voir un spectacle, c'est ce qu'on a fait un jour. On a payé notre place pour être bien placé, qui plus est. Voilà, c'est très compliqué, soyez pas frustrés et soyez prêts malheureusement, si vous n'avez pas beaucoup de temps, à payer pour bien voir les spectacles. C'est pour ça que j'ai commencé à mal vivre le séjour, notamment vers la fin.
C'est pour ça aussi que Tokyo Disney Resort ne peut pas être un de mes parcs préférés parce qu'il est difficile à visiter en raison du monde, en raison de ses loteries. C'est pas que pour les spectacles, c'est aussi pour les fast-pass. Vous avez droit à 3 fast-pass gratuits qu'il faut vraiment avoir, sinon vous n'allez pas faire grand-chose de votre journée. Et ça, en fait, pour ça, il faut être là à l'ouverture. Mais dès 6h du matin, il y a déjà énormément de monde. Et en fonction de là où vous êtes logé, vous allez vous lever très tôt pour arriver dans une foule de gens qui attendent pendant des heures et des heures et des heures. Et ça m'a beaucoup fatigué. À un moment donné, la fatigue m'a pesé. Vous avez un confort quand même dans les parcs Disney américains où vous pouvez vous balader à votre guise et où la mentalité américaine fait qu'on est là pour chiller, on est là pour passer un bon moment. Et au Japon, ils sont bien sûr très respectueux, mais ils sont là pour attendre des heures et des heures. C'est pas forcément notre mentalité à nous, et donc forcément, ça m'a pesé au bout d'un moment. C'est quand même un point négatif pour moi sur Tokyo Disney Resort. On va parler maintenant du Tomorrowland. Alors le Tomorrowland, en ce moment, il est en plein chantier, parce que il est en refonte totale. Le Space Mountain, il a été entièrement démonté quand même, on ne verra jamais ça dans un autre parc Disney. Il a été entièrement déconstruit, et alors même qu'il était déconstruit, eh bien, l'autre était déjà en construction à côté. Pendant qu'il fonctionnait encore l'ancien, l'autre était en train de construire. Il y avait 2 Space Mountain avait côte à côte. Oriental compagnie, vraiment il n'y a qu'eux qui peuvent faire des trucs pareils. Et donc effectivement, le Space Mountain est en train d'être reconstruit, il était positionné, il va être positionné de la même façon qu'était positionné le Space Mountain américain de Floride, mais alors là, dans une version complètement différente. Adieu les formes rigides, bienvenue les formes ondulées pour un Space Mountain qui se veut déjà kitsch, et à mon avis, je pense qu'on est à côté, enfin qu'on est face à un des Space Mountain les plus fous qui va arriver dans l'histoire des parcs Disney. Et puis, à cet endroit-là aussi, sur cette avenue principale qui vous conduit à Space Mountain, vous avez aussi Buzz Lightyear en pleine réhab, et je vous le donne en mille, ce sera Ralph 2.0, enfin un shooter sur l'univers de Ralph qui va ouvrir et qui va probablement être un des meilleurs shooters de l'histoire des parcs Disney. Et alors Rafi, il y a aussi un phénomène, parce que le New Tomorrowland a déjà un peu ouvert, Oui. et donc il y a cette attraction Baymax qui est un phénomène de société. L'attraction en soi, techniquement parlant, c'est un flat ride, donc une attraction type au sol, Cars 4 roues chez nous, ou alors les aliens plutôt plus proches des aliens. Mais c'est l'ambiance. L'attraction est calme, les gens attendent calmement. D'un coup, l'attraction se lance. La musique démarre et je suis en boîte de night. Et il y avait des gens qui étaient hystériques. Oui, ils font tous la même chorégraphie. Mais ils étaient à l'extérieur de l'attraction. Ils étaient comme dans un concert. Ils étaient sur la rambarde en train de hurler. C'était C'est incroyable. génial. Sachez que vous pouvez télécharger la BGM de cette... voilà, parce que moi aussi, je me suis pris un peu au jeu et j'ai découvert la musique de Baymax qui ont été composées à l'occasion de la création de cette attraction. Je pense que le Tomorrowland va rencontrer son public dans sa nouvelle version. Hein. En tout cas, ils sont plutôt bien partis. Et il reste une dernière partie, la plus vieille. La plus vieille, mais qui est géniale. Dans cette partie-là, vous avez le Dark Ride Monstres et compagnie que je rêvais de faire. Alors, je croyais qu'il existait en Floride quand je l'ai visité pour la première fois et je me suis retrouvé dans le show nul de Monstres et compagnie qui va probablement d'ailleurs être déménagé, je pense. Enfin, en tout cas, je sais pas, on verra. Mais Monstres et compagnie, le Dark Ride. Alors là-bas, qui est un Dark Ride où en fait, il faut jouer. C'est un Dark Ride interactif, on est plongé dans le noir et on doit attraper les monstres qui sont cachés un peu partout dans le parcours. Il y a des super effets, des super audio animatronics, enfin vraiment un Dark Ride que j'ai vraiment adoré, qui est un peu plus récent, hein, qui a ouvert plus récemment. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce petit Dark Ride, Rafi ? Dark Ride, très bien, il est simple, il prend pas beaucoup de place, on pourrait l'avoir chez nous. Ouais, ils le feront pas, je pense, parce Non. qu'aujourd'hui la vibe est pas la même sur Monstres et compagnie, enfin quoique, quand même, il y a le coaster Monstres et compagnie qui ouvre en Floride, mais c'est pas le type de projet qu'on pourrait voir dans les parcs aujourd'hui, surtout en France et en Europe. Et juste à côté, il y avait aussi Star Tour, l'aventure continue, dans une version très proche de celle de Floride et de Californie, Très de proche, France, voilà. Juste, tout est entretenu et Ouais. ça change tout, puisque j'ai jamais vu un Star Tour aussi net de ma vie. Alors, j'ai beaucoup aimé le fast-food de cette zone-là. Je vous conseille d'y aller. Les plats étaient vraiment bons. C'était des pizzas et donc c'était consensuel. C'est aussi pour ça que Rafi pouvait y aller parce que Rafi avait un peu plus de mal avec la nourriture japonaise. Et en fait, dans cette version-là, il y avait un espèce d'audio animatronics, souviens-toi, qui était en hauteur et qui jouait du piano. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Non, j'ai pas fait attention. Et ça m'a rappelé l'audio animatronics En fait, c'est un autre personnage, hein, c'est pas le même, mais c'est celui qui a aussi au Magic Kingdom, tu sais, dans le fast-food là, qui joue du piano. Ah oui, Voilà. le Vidéopolis. Donc voilà pour notre visite de Tokyo Disneyland. Donc on est obligé de passer du temps quand même sur Tokyo Disney Sea. Donc Tokyo Disneyland, pour conclure, une copie du Magic Kingdom qui s'émancipe de son aîné. Compliqué de se faire un avis parce qu'il est très à part et en même temps il y a des stigmates de l'ancienne version. C'est un très très bon parc, très bien exploité, très fun. J'arrive pas encore à le classer et surtout il est en pleine transformation. Il faudra le voir quand il sera terminé. Je vous propose qu'on passe maintenant à Tokyo Disney Sea. Oh là 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 là. Alors Tokyo Disney Sea, c'est une expérience qu'il faut accepter de la vivre. C'est-à-dire il faut accepter de se dire je vis un truc de dingue. Tokyo Disney Sea, ça a été construit à une époque où Tokyo Disneyland avait cartonné. Donc Oriental Land compagnie avait un budget de dingo.
Et les Imagineers avaient compris que le public comprenait pas très bien Tokyo Disneyland, malgré le nombre de visiteurs. Et donc ils sont partis sur un truc complètement délirant. Tokyo Disney Sea, c'est l'aboutissement de notre Discoveryland, c'est l'aboutissement de plein de concepts de la Walt Disney Company, de Walt Disney Imagineering. C'est un terrain de jeu incroyable pour les Imagineers, et on voit qu'ils se font plaisir, à tel point parfois que je me suis même dit, il faut être honnête, que c'était pas forcément compris par le public. J'ai senti par moments qu'il y avait un décalage. Et puis on le voit dans les produits dérivés, on retrouve rien des univers qui sont racontés dans les parcs. C'est plutôt des produits dérivés sur 2 fiches animées et tout le tintouin dont je ne parlerai pas parce que vraiment ça me casse les... Pardon. Tokyo Disney Sea. C'est le plus beau parc à thème du monde. Mais le concept, comment tu résumerais ça, Rafi? Le concept, c'est... Pour les plus fans Disney, je dirais que c'est un Epcot qui est mélangé avec un Magic Kingdom. Au lieu de se balader à travers des landes, on va se balader à travers des mers qui vont représenter le monde entier. Rafi a raison de parler du World Showcase parce que, alors c'est pas très proche d'Epcot parce que, attention, Epcot, le concept est quand même différent. Moi, Oui. je suis un fan d'Epcot, mais de toute la séquence d'entrée, de toutes les attractions qui sont dans la première partie d'Epcot. Le World Showcase, un peu moins, parce qu'il est moins bien terminé. Tokyo Disney Sea, c'est ça. C'est le World Showcase, mais dans une version tellement bien travaillée, tellement bien enchaînée, que si j'avais envoyé une photo à ma grand-mère en lui disant « je suis à Venise », elle m'aurait cru. Oui, c'est normal. C'est incroyable. Alors, l'entrée de Tokyo Disney Sea démarre pour moi par un loupé. C'est ça que je trouve fou, comme pour le World Bazaar. Souviens-toi, Rafi, il y a ce globe qui est censé représenter les 7 mers du monde et qui flotte au milieu de la séquence d'entrée. Mais sauf que, évidemment, ça fait énormément penser À l'autre parc Universal. Et bah oui, ça fait penser aux séquences d'entrée des parcs Universal, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, c'est un loupé, même si le globe est gigantesque, c'est spectaculaire, la musique est magnifique, mais quand on voit ça et que je me prends en photo devant ça, bah quelqu'un va me dire « Ah, t'as Universal !» Oui, mais c'est pas grave parce que... Bon, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à ce stade-là, ça fait déjà 2 heures qu'on est devant l'entrée et donc on n'en peut plus. Il y a ce globe, mais il y a surtout ce Miracosta. Donc, en fait, on rentre déjà par la thématique de la zone italienne. Donc, on traverse le Miracosta, qui est vraiment à l'intérieur du parc, et c'est un peu comme le Disneyland Hotel. On le traverse par l'intérieur, mais par le bas. Et donc, on se retrouve tout de suite sur une sorte de parvis qui donne vue sur une grande partie du parc et principalement Mysterious Island, qui est un land, on va en parler juste après, avant que je me fasse pipi dessus. On est dans une esplanade qui s'appelle le Mediterranean Harbor, qui rend hommage à plusieurs zones italiennes, Venise, Florence. Dans cette zone-là, vous avez une attraction principale, mais qui est récente, qui a ouvert vraiment très récemment, c'est Soaring. Voilà, c'est soirée. Alors pour moi, c'est quand même le deuxième bémol de ma visite. Je suis désolé. La file d'attente, l'histoire qu'on nous Ça, raconte c'est vrai. est incroyable. Ça nous parle de la machine volante, d'une époque, ça nous parle un peu du 18e ou du 19e siècle, de cette époque des inventions. On nous parle d'une thématique et d'une histoire incroyable. On nous introduit un personnage incroyable avec un oiseau et tout est magnifique. Et l'attraction démarre. Et c'est le film d'Epcot qui est très bien, mais... Je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est dommage. Après, ça reste Soaring. Je suis désolé. Rafi était émerveillé, il a adoré. Attention, c'est une attraction très populaire, je vous recommande pas du tout d'y passer du temps si Non. vous avez déjà fait Soaring dans les autres parcs, je suis désolé, même malgré la qualité de la file d'attente. Vous pouvez essayer de l'avoir en fast pass, il me semble que c'est ce qu'on Non. a fait. On l'a payé. Ah, on l'a payé. Alors d'ailleurs, combien coûtent les fast pass là-bas? C'est à peu près les mêmes tarifs que chez nous. Ah bon? Oui, c'est Que Walt Disney World, non, plutôt? Non. Non. Que chez nous, il y a Disney World, ça n'existe pas l'unité. Ah oui. C'est à peu près entre 10 et 15 euros l'attraction. Oui, c'est effectivement, ouais, Rafi a raison. Donc bon, on l'a payé parce que là, moi, il était hors de question d'attendre 2 heures pour avoir le même film. Dans cette zone-là aussi, vraiment, le restaurant. Quel regret. J'avais fait une story, Rafi, pour demander aux gens, aux abonnés, quel était le restaurant qui me conseillait tous. Le Vulcania, que je regrette énormément de ne pas avoir fait. Oui, bon, mais voilà. alors toi, comme moi, on n'aimait pas la nourriture à l'intérieur. Oui, mais bon, Vulcania, quoi. Enfin bref, on en reparlera plus tard, hors antenne. Il y a un restaurant qu'on a fait tardivement qui pour moi était un des meilleurs du parc. Oui. C'était le restaurant de la zone italienne. Et que personne ne m'a cité. Personne. C'était de la nourriture italienne, mais avec beaucoup de choix. Des terrasses qui donnent sur Magnifique. derrière, sur la petite ruelle. Ou alors, là où on a mangé, avec cette vue imprenable sur la forteresse de la Société Secrète et de Mystery Island, et qu'on voyait au loin la mer, mais la vraie mer du coup. C'était fantastique. Donc la zone italienne, c'est surtout une zone d'ambiance. Vous allez pouvoir profiter à la fois de la vue, de cette restauration, du voyage en gondole à Venise, de tout Miracosta. Ensuite, on traverse ma zone préférée du parc. C'est mon land préféré. Alors est-ce que c'est mon land préféré? J'ai dit ça en vidéo parce que j'étais un peu euphorique. Je dirais que mon land préféré aujourd'hui, ça va plus être du Galaxy's Edge, du Wizarding World, du Avatar. Voilà, ça c'est mes lands préférés vraiment quand même, que j'adore. Je dirais que Mysterious Island est clairement sur le podium de mes lands préférés qui m'ont le plus fasciné. Pour moi, Mysterious Island manquait juste d'un truc. C'est les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit dérivé sur cet univers. Ça m'a troublé.
Et c'est aussi une zone où on peut beaucoup observer, on peut beaucoup flâner, mais sans s'asseoir, à moins d'être dans le Vulcania. Et c'est aussi une zone qui est très renfermée, mais c'est ça aussi la magie de cette zone, c'est qu'elle est entièrement enclavée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir de l'extérieur, à part le volcan. Le volcan d'ailleurs qui est très menaçant quand on est à l'intérieur, mais qu'il est beaucoup moins si vous êtes par exemple à Port Discovery ou dans d'autres zones comme Cap Cod. Et en fait, Mysterious Island, c'est une zone qui raconte ce voyage qu'a fait le capitaine Nemo jusqu'à l'île de Vulcania, où il a garé son Nautilus. Et puis ils ont rajouté à ça l'univers de Voyage au centre de la Terre. Pour moi, c'était fantastique. C'est une sorte de hub aussi qui permet de vous transporter dans quasiment tous les autres lands. Le land est sur 2 étages. C'est comme ça qui est fou. L'attraction Nautilus est au rez-de-chaussée. Et au-dessus, sur 2 étages, vous avez le Voyage au centre de la Terre. Absolument tout est couvert par la thématique et par le volcan. Il n'y a pas de show building caché en coulisses. Ça, c'est la partie la plus folle. C'est la partie la plus incroyable. Et puis, Voyage au centre de la Terre, donc qui est comme un test track. Effectivement, l'attraction, c'est comme un test track. C'est un test track, mais le véhicule est déjà il est magnifique. Le véhicule était tellement beau. On rentre dans un ascenseur qui nous fait croire qu'on descend dans les profondeurs du centre de la Terre. En réalité, on monte. On pense qu'on monte. Ça, on a mis longtemps à comprendre. Hein. Ouais, on monte. Et on s'apprête à réaliser le rêve de Jules Verne, c'est-à-dire d'aller au voyage à l'intérieur du centre de la Terre. Alors, j'ai lu Voyage au centre de la Terre quand j'étais petit. L'aventure n'est pas tout à fait calquée sur l'univers des livres. Bien sûr, c'est très calqué sur les livres, mais il y a une interprétation sur la fin du voyage, notamment cette attaque qu'il y a à la fin avec le monstre. Et c'est une attraction à sensation, puisque la fin du parcours est très spectaculaire. On part à toute allure une fois qu'on a vu le monstre, et il y a une chute. Moi, je ne savais même pas que c'était possible de faire des chutes sur ce type d'attraction. Donc, il y a une chute alors que le véhicule, c'est pas un coaster, quoi. Enfin, c'est pas supposé être un coaster. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est incroyable. Allez-y. Des fois, il faut arrêter de se poser de questions et féliciter la technologie. Donc il y a cet énorme audio animatronics qui conclut le parcours, et puis tout avant, c'est un parcours assez calme en dark ride avec des créatures fantastiques. C'était merveilleux. J'étais émerveillé. Rafi, t'as rien d'autre à dire sur l'attraction ? Mais en fait, je suis encore... Ce qui est drôle, c'est de voir ta réaction avec tes yeux qui pétillent et toi qui sautilles sur ton canapé en même temps, que tu racontes cette histoire, mais parce que ça t'a vraiment pris, et je me souviens que t'étais émerveillé par tout ça. Et je crois que la partie qui m'émerveille le plus, c'est de me dire, mais comment ils ont construit ça et où est-ce que c'est caché ? Alors l'attraction est un peu courte. Souviens-toi, quand on est sorti, Oui. on s'est dit l'attraction est courte. Mais pourquoi elle est courte ? Parce qu'il y a toute cette contrainte d'espace. C'est incroyable. Tout se passe là, sous nos yeux, mais caché par la structure du volcan. Le volcan qui explose toutes les 20 minutes. Incroyable ça aussi. Vous vous rendez compte, quand il explose, il fait un bruit de dingue alors qu'on est parfois à des kilomètres. C'est incroyable. La sono qu'ils ont mis dans le volcan est incroyable. Et puis alors après, vous avez une autre attraction. Vous avez le Nautilus. Le Nautilus qui est quand même une attraction emblématique des parcs Disney, qui a existé en Californie, qui a existé en Floride, qui existe chez nous qui était déjà une version twistée parce que notre Discoveryland était déjà ambitieux. Et ben Mysterious Island, c'est aussi twisté. L'attraction s'appelle pareil, c'est 20 milieux sous les mers, mais on est à bord du Neptune, qui est une navette du Nautilus. Et là, c'est ni un parcours à pied, ni un vrai sous-marin, tout est relatif, dans la version californienne et de Floride, c'est Peter Pan. Oui. C'est Peter Pan. Avec des effets pratiques. Avec une cabine, des effets pratiques, un dark ride en hauteur, dans le vide, qui nous fait croire qu'on va dans l'eau. Donc à un moment donné, le véhicule s'incline vers le bas, et il y a des bulles d'eau qui traversent le double vitrage et qui vous font croire qu'on est sous l'eau, alors que pas du tout. Et on se balade dans 20 milieux sous les mers. J'étais émerveillé. J'avais des gens qui m'avaient dit que l'attraction était nulle, d'ailleurs Rafi l'a moins aimé que moi. Mais parce moi, que je suis moins sensible à cet univers. J'étais émerveillé, c'était fantastique, j'ai réalisé mon rêve. Tu te rappelles de quand l'attraction a été réhabilitée et que Chris et Stéphanie ont pété un câble parce qu'il n'y avait plus le Kraken. Et là, il y a l'attaque du Kraken, on se fait attaquer par le Kraken en plein parcours. C'est respecte totalement l'histoire originale. Et sachez que cette attraction, il y a très peu d'attente. C'est une des attractions où il y a le moins d'attente et qu'on peut faire en boucle. Et moi, j'étais émerveillé. Et en plus, elle est interactive. Vous avez une petite loupiote où vous pouvez éclairer le parcours. Et vous devez d'ailleurs cliquer sur les monstres. Et quand vous visez un monstre, enfin, c'est pas des monstres, pardon, c'est ceux qui vivent dans le royaume que découvre le capitaine Nemo. Et quand vous approchez la loupiote d'eux, ils disparaissent. Donc c'est interactif. Non, c'est drôle. Ça apporte le côté rassurant pour l'enfant qui va s'amuser à faire ça, puisque ça reste un univers très sombre. C'est un univers très sombre et très spectaculaire. Sachez qu'il existe un compte Twitter japonais qui ne parle que de Mysterious Island et qui photographie Mysterious Island toute la journée. Me suis abonné. Voilà. Donc Mysterious Island, incroyable. Il y avait une boutique aussi magnifique. Vulcania, le restaurant. Enfin, franchement. Tu peux parler de la boutique, parce que j'ai le même problème que toi. Mais même moi, la merch boutique, elle est magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils vendent dedans ? Baymax. Baymax, mais dans toutes les formes. On n'a pas compris. Mais le merchandising est un succès aussi auprès du public, donc il faut reconnaître que quand même ça a rencontré son public. Alors après avoir visité Mysterious Island, on va parler du land qui est un peu corrélé à cet univers.
Parce que dans notre Discoveryland, il y a à la fois le mélange avec les thématiques de Jules Verne, mais il y a aussi un peu une interprétation de ce qu'était cet univers de la découverte, comme on l'imaginait au 19e siècle, 20e siècle. Et donc là, c'est Port Discovery. D'ailleurs, il y avait le logo PD partout, en énorme. Donc, c'est assez Au bizarre. début, on n'a pas compris. Pas compris. Et là, il y avait mon attraction préférée. Worldwide. Ah, oh non, t'exagères toujours plus. Mais j'ai adoré cette attraction. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir refait, puisque je pense qu'on ne pourra pas la refaire. Mais j'ai failli vomir dedans. Oui, mais je pense qu'on ne pourra pas la refaire. Aquatopia. Tu te rends compte? C'est fou de se dire qu'ils auraient pu faire Autopia. Bah non, ils ont fait Aquatopia. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un trackless sur crois l'eau. que c'est un- Tu crois que c'est un trackless? Ah, mais Alex, tu vois pas où tu vas. Mais non, moi je crois qu'il y a un tracé. Mais il y a un mais Non, mais comme, non. Non, comme non. tous les trackless. Non, je c'est un crois que tracé. c'est aimanté, moi. C'est Mais- magnétique pour moi. Mais c'est quoi un trackless? Non, le trackless. Ah non, le trackless c'est pas magnétique. Le trackless, le véhicule prend la décision tout seul de se guider sur le parcours sans rail. Ah oui, et Oui. c'est pour ça qu'il y a des traces de pneus au même endroit. Oui, parce qu'il est programmé à l'avance de rouler là. Non, c'est pas aimanté le trackless. Ah, bon, en tout cas, c'est Pour moi, c'est génial. du magnétique. Pour moi, il y a un aimant qui conduit le véhicule en dessous. Parce que la poussée était tellement violente que je me suis dit, tiens, c'est magnétique ça. À mon avis, c'est pas. Oh, c'était drôle. Bon, c'est sans intérêt, mais c'est magnifique. En termes de C'est kinétique, beau. visuellement, quand tu vois ça, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, à cet endroit-là, de Port Discovery, vous avez une énorme porte qui donne vue sur le décor naturel parce qu'on est entouré par la mer. Et la mer, on peut la voir, on peut voir l'extérieur à Tokyo Disney Sea. Mais la mer est volontairement mise en scène parce que le décor naturel est censé prétexter ce voyage autour des mers du monde. Et vous avez une espèce d'énorme porte avec un énorme jet d'eau qui se déverse dans le lac, Comme si la mer. comme si la mer alimentait l'élan. Il y a une autre attraction qui est ni Nul. plus ni moins un gros Star Tour Bon, c'était nul. qui a été rethématisé sur Nemo. J'ai bien aimé, Alex a détesté. On n'est jamais d'accord de toute façon sur les trucs bien. Moi, je commence à fatiguer des simulateurs. C'est bon, la vibe est passée. Ouais, j'ai pas trop aimé. Sachez que cette zone-là va disparaître. Hein. Elle va être entièrement rethématisée. Il semblerait qu'Aquatopia va disparaître. Une ville va s'installer en fait à la place d'Aquatopia et une grosse attraction dedans, j'imagine. Mais ce qui est bien et ce qui est unique à Tokyo, c'est qu'ils gardent le thème. Ah bah Peut-être oui. en intégrant des personnages Disney, mais en gardant le thème et pas faisant un nouveau land basé sur une licence. Alors, une des zones les plus spectaculaires de Tokyo Disney Sea, c'était Lost River Delta. Où là, en fait, vous avez le Adventureland qu'on aurait dû avoir. À commencer par cette curiosité, l'attraction, il faudrait que je retrouve le nom exact parce que ça m'a fasciné. C'était Rapping Spirits. Non, c'est rapide, c'est notre Indiana Jones à nous, c'est le coaster. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Ah oui. Il y a notre Indiana Jones en coaster, le même, Alors, mais sans Indiana Jones. oui, mais c'est pas le même. Ah, c'est le même, Rafi, t'abuses. Non, parce qu'il est mieux. Et parce qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus large, beaucoup plus retraqué. Non, mais beaucoup- le parcours est identique. Oui, mais pas les décors et pas la sensation. Il est Je là. veux bien échanger si c'est identique, il n'y a pas de problème. Et il est là sans le logo Indiana Jones, donc c'est très perturbant. Et en même temps, on dirait Indiana Jones. Je pense que la plupart des visiteurs pensent que c'est Indiana Jones, de toute Oui, façon. bah, la Et thématique juste à secrète. côté, l'énorme show building et le bâtiment de Indiana Jones Adventure, qui est posé là comme ça, et qui marche très bien. Là, on peut regretter que ce soit identique à la version, enfin peut-être pas identique, mais en tout cas c'est très proche de ce que j'ai fait en Californie. C'est un peu le seul endroit qui est si proche d'une attraction. Ah bah non, avec l'autre coaster à côté. En fait, c'est vrai que cette zone-là fait vachement penser aux zones américaines, quoi. Enfin, c'est ouais. Je pense que ça a été une décision prise budgétaire. Ah ouais, tu penses? Je pense, de toute façon, puisque la zone est de toute façon encore vide, puisqu'il y a encore presque un terrain pour 2 attractions. Là où de base devait s'installer Frozen, rappelle-toi des tout premiers concept art quand Frozen a été annoncé à Tokyo, il y a presque 7 ou 8 ans maintenant, c'était cette zone-là, sur la gauche, qui reste encore sauvage. Je pense que cette zone n'a jamais été terminée, ce qui évoque que c'est à moitié original sans l'être. Ouais. Il y a un grand théâtre qu'on n'a pas vu, mais il y a un nouveau spectacle qui arrive dès cette année. Bon, en tout cas, Lost River Delta, j'ai adoré. Vraiment, très spectaculaire, mais plus proche effectivement des versions américaines. Alors, on va passer vite sur le Mermaid Lagoon, mais que toi, t'as beaucoup adoré, donc je vais te laisser en parler. Mermaid Lagoon, alors c'est le fameux royaume de la petite sirène, c'est le land de la petite sirène pratiquement exclusivement en intérieur. Vous avez un coaster en extérieur et un flat ride en extérieur. Le reste se fait en intérieur, c'est une zone très familiale. C'est le but, c'est d'avoir une zone couverte pour les enfants quand il pleut, avec des attractions avec très peu d'attente pour pouvoir divertir les enfants. Il y a un théâtre qui n'est plus du tout exploité, mais qui avait une production de la petite sirène. Qui était fou. J'ai vu des images de ce spectacle. C'est incroyable. La petite sirène qui vole, enfin qui nage du coup. Et la meilleure partie de ce land, c'est le playground, qui est donc tout simplement un terrain de jeu pour enfants en intérieur. Vous pouvez rentrer dans la grotte d'Ariel avec la statue d'Eric. Et ça
C'est fou. Pour moi, cette zone manque d'un vrai e-ticket. On a fait beaucoup de zones comme ça en intérieur. Souviens-toi, Rafi, les zones DreamWorks, les zones DC Comics. Ça manque quand même d'un grand e-ticket sur l'univers de la petite sirène. Voilà. Et je pense que c'est déceptif parce que beaucoup de gens s'attendent à voir ça quand ils rentrent et ils repartent en se disant c'est une zone pour enfants. Voilà. Après, pour les petits, c'est très bien. Une de mes zones préférées du parc aussi que j'ai trouvé magnifique, l'Arabian Coast. C'était fantastique. Quelle surprise. C'était magnifique. Je pense que c'est une de mes zones préférées du parc. L'Arabian Coast, c'est une zone, comme son nom l'indique, qui rend hommage au Moyen-Orient, avec un souk, avec des restaurants là aussi très bons. Oui. J'ai mangé un truc très bon. On a mangé un truc très bon. Rappelle-toi même, on avait pris un snack dans le grand restaurant. Trop bien. C'était notre tu vois, rien qu'en Agrabah parler, café. j'ai la dalle. Non mais c'est fou, et surtout j'ai regret de ne pas avoir plus exploré la partie food et d'avoir repris à manger dans ces zones-là, donc la zone italienne et la zone arabienne qui pour moi étaient les meilleures en termes de nourriture, sans parler de ces fameux stands de popcorn qui étaient à profusion un peu partout avec plein de saveurs. Dans cette zone arabique, vous aviez un spectacle un peu bizarre qu'on a fait, un spectacle de magie hyper étrange sur l'univers du génie, voilà, qui était sympa mais vite fouf. Vous aviez ensuite un carrousel magnifique sur 2 étages. Bah oui, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire double? Vous aviez les tapis d'Aladin, j'avais l'impression de rentrer chez le sultan, quoi. C'était magnifique. C'est fontaine sur le ride. Et là, vous aviez une de mes attractions préférées du parc. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne parle pas de cette attraction. Elle gagne à être connue. Sinbad, Storybook Voyage, c'était fantastique, donc sur le compte de Sinbad. Boat Ride, un peu comme It's a Small World, avec une musique qui en fait est jouée et qui raconte toute l'histoire et qui est jouée en boucle, mais dont la sonorité évolue, dont l'ambiance musicale évolue au fur et à mesure et qui devient de plus en plus orchestrale et magnifique vers la fin, qui a été composé par Alan Menken, quand même, donc le compositeur phare des années 90 et qui a composé ce truc absolument magnifique. En anglais, la musique, c'est Compress of Your Dream, je crois, un truc comme ça. Elle est chantée évidemment qu'en japonais sur tout le parcours. Alors, je crois que le refrain est en anglais à certains moments, mais bon, c'est difficile de le deviner. Le parcours dure 10 minutes. Je pense que même elle dépasse les 10 minutes. Avec des animatronics, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Des aigles géants, un espèce d'énorme génie, une baleine qui sort de l'eau. Et surtout, une émotion. Oui, je suis d'accord. J'ai découvert cette histoire et à la fin j'étais émerveillé, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en train de me dire mais c'est magnifique. J'avais l'impression de voir un Disney quoi. Enfin, c'est la force du parc, de te faire découvrir des histoires, parce qu'on est français donc on connaît l'univers de Jules Verne. Mais pour tous ces millions de Japonais, c'est la force du parc de te faire découvrir et de ressentir des émotions avec des histoires qu'ils ne connaissent pas et qu'on ne connaît pas. On en a entendu parler mais on ne sait pas. Et ça va piquer notre curiosité et c'est ça qui est fou. Et Sinbad le dit très bien puisque on est moins familiarisé avec ça ici en Europe. T'imagines Sinbad dans Adventureland, Rafi, chez nous? Ça marcherait. Parce que mais ça marcherait, c'est magnifique. C'est comme, voilà, quand mes grands-parents me parlent de It's a Small World, voilà, ils ont ça en tête comme étant un truc magnifique qu'ils ont retenu. Mais moi, Sinbad, ça fait partie de ces choses-là que je retiendrai. J'espère vraiment qu'ils vont pas trop toucher à cette zone. Pour moi, c'est un peu l'âme du parc comme Mysterious Island. C'est une zone qui m'a profondément touché. Surtout, n'oubliez pas d'aller faire Sinbad, dans laquelle il n'y a que 5 minutes d'attente toute la journée, alors que c'est une des meilleures attractions du parc. Donc voilà pour la zone Arabian Coast que j'ai là aussi adoré, une de mes zones préférées. Une zone avec laquelle j'ai eu plus de mal à comprendre, que j'ai eu du mal à m'approprier, j'ai fini par l'apprécier lors du dernier jour de la visite, American Waterfront. Est-ce que tu peux expliquer le concept, Rafi ? Bah, c'est tout simplement, on est sur un port américain, à la ville de New York, notamment. Plutôt de la côte Est. Plutôt de la côte Est. C'est de la belle époque, hein, dans les années 1900, 1800. Et on a des quartiers de théâtre, on a toutes ces vieilles voitures, on a ces kiosques à nourriture, à journaux. Et c'est là qu'il y a une profusion de moyens de transport, dont exactement. Le fameux railway électrique qui est magnifique, un des derniers railways électriques des parcs Disney, parce que celui de California Adventure a malheureusement fermé, celui de Toontown aussi en Californie a disparu si je dis pas de bêtises, donc c'est le dernier, et voilà, ça fait partie des choses que le Japon arrive à préserver, donc ça c'est cool, et c'est là surtout que se situe Hollywood Tower Hotel, enfin Tower of Terror là-bas, c'est Tower of Terror, mais en version new-yorkaise, donc c'est bien dans une zone américaine, mais en version new-yorkaise, et donc cette tour de la terreur raconte l'histoire du méchant du club des explorateurs, oui. Celui qui est un peu des personnages qu'on peut en trouver d'ailleurs dans l'univers de Tintin. C'est un personnage un peu, il est cupide, il est vénal, et en fait il veut voler, il pille en fait, et il se comporte pas bien avec certaines de ses œuvres qu'il entrepose dans ce bâtiment absolument incroyable qui est en plein New York, et mais sauf qu'à force de mal se comporter, il y a une des statues maléfiques qui se retourne contre lui. Et l'attraction du coup entraîne la chute. Storyline fabuleuse, pré-show fabuleux, tout est beau, l'attraction est nulle. Le show de l'attraction est basique et donc pas très spectaculaire. Peut-être que c'est lié au fait que les Japonais n'aiment pas trop les attractions en sensation. On monte 2 fois et c'est terminé. C'est terminé. Mais par contre, en termes de thématique, c'est du niveau de Mystic Manor.
Oui, c'est Mais je préfère Mystic Manor, je suis d'accord avec toi. Non, mais même au-delà de ça, l'attraction, en connaissant la version parisienne et toutes les autres versions du monde, on est sur ta fin. Tu montes 2 fois, tu fais 2 chutes et c'est terminé. T'as pas passé plus de temps à embarquer qu'à faire l'attraction. Mais par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est qu'au début, je comprenais pas bien cette attraction, je la confondais avec Mystic Manor, et c'est quand même un univers très très riche, ce club des explorateurs, il faut continuer à l'exploiter, parce que c'est vraiment pas du tout la même histoire que Mystic Manor, mais en même temps, on comprend géographiquement où lui il est installé, quelle est sa position par rapport à Henri Mystique, que lui c'est l'antagoniste de la bande, c'est génial. C'est une histoire géniale, et ça c'est la vraie magie des parcs Disney, en dehors des IP quoi. On n'en peut plus. Donc ce Waterfront Park, c'est là où j'ai cru que j'allais mieux manger, que voilà, c'est une zone que j'ai eu du mal à comprendre, qui est très chargée en moyens de transport, donc j'ai un peu saturé. Il y a un immense restaurant dans un bateau, qui est le Columbia, qui apparaît d'ailleurs à Disneyland Paris dans une fresque, sur Main Street. Tout à fait, à l'entrée à gauche. Voilà, donc peut-être que si c'était à refaire, on irait déjeuner dans ce restaurant. Et puis il y a aussi le Toy Story Mania, très proche de la version californienne, Oui, je dirais. C'est pareil. Ça reste la même attraction. Mais c'est surtout ce bateau taille réelle. Et je suis obligé de parler de Mickey Jamboree. Oh non! Oh non, s'il te plaît. Juste en hommage à Robin. Bon, vite fait alors, parce que là on a largement dépassé. Non, et il y a le spectacle à Mickey Jamboree, mais c'est ma petite dédicace à Robin. Mickey Jamboree, c'est un spectacle que vous pouvez retrouver dans les 2 parcs, qui est un spectacle qui fascine les Japonais, donc il est dans les 2 parcs dans une version identique. Et tout le monde se surexcite en chantant avec Mickey qui est complètement fou. Enfin bref, Mais j'ai Robin pas trop était compris. heureux. Je suis passé alors. à côté. J'avoue. Si c'est les heureux, moi je suis heureux. J'étais heureux pour lui aussi. Dans le prolongement de American Waterfront, vous avez une autre petite ville américaine qui s'appelle Cape Cod, qui est une ville américaine toute choupie, et il s'y passe rien. Ah bah si, pour eux, oui. Mais pour eux, oui, et c'est là que Orientalland a décidé d'installer le QG de Duffy, Chélimé et tous ses amis. Et donc il y a des milliards de points de rencontre avec les personnages. Et il y a une storyline qui a été développée avec les personnages, comme quoi ils vivent là, mais les personnages esthétiquement n'ont rien à voir avec cette ville. Mais bon, j'ai trouvé ça plus choupi qu'à Hong Kong et à Shanghai, donc je reconnais que c'est plus beau. Et donc voilà, Oui. c'est tout ce que j'ai à dire sur cette zone. Oui, bon, on a compris que, mais je suis d'accord avec toi que Duffy, j'ai mon overdose aussi. Bien écoute Rafi, on a fait le tour de Tokyo Disney Sea, mais on n'a pas encore parlé de Fantasy Springs. Fantasy Springs. C'est le moment de parler de la nouveauté de Tokyo Disneyland et on va conclure quand même notre voyage avec ça. Fantasy Springs, c'est un concept qui est complètement décorrélé du reste de la storyline de Tokyo Disney Sea. C'est-à-dire que là, on part pas explorer les mers du monde entier. On est là dans une histoire un peu différente. On est dans un conte de fées. On est dans une sorte de forêt, de conte de fées, où l'eau prend vie. L'eau est vivante et elle ruisselle comme ça dans des cascades, dans une sorte de forêt où les personnages Disney prennent vie. Et donc dans Fantasy Springs, vous rentrez et là se mélangent plusieurs univers au cœur de cette forêt enchantée tirée des contes de fées. Vous avez la forêt de réponse, vous avez Neverland, ni plus ni moins que Neverland, donc le pays imaginaire de Peter Pan, et enfin vous avez Frozen Kingdom, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, qui est un équivalent du World of Frozen, mais complètement revisité. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cette zone, Rafi? J'ai trouvé que ça faisait du bien. Alors, au-delà du fait, c'est le seul endroit Disney du parc, et c'est ce qui fait la force du parc, mais aussi sa faiblesse. Mais c'est la seule zone Disney, et ça fait du bien de voir que on a construit, il y a 1 an, un nouveau land, et pas des mini-lands. Alors, Et quelque chose qui marche, et qui est fluide, et qui est beau, et qui est complètement original. en fait, Fantasy Springs, effectivement, c'est pas juste une attraction et un univers, c'est 3 univers différents, autant d'attractions, même 4 attractions. 4 attractions. C'est fou. Et 3 restaurants. Et what milliard de restaurants? Un restaurant avec Rafi, on n'a jamais vu ça. Le restaurant Réponse, c'est un hangar. Je pensais que c'était minuscule. Quand j'ai vu la taverne, j'ai fait oh purée, on va attendre 2 heures. Tu rigoles. Le truc, c'est un Ikea. C'est Il y avait immense. 4 salles de 300 places. Non mais c'est un délire. Et même le restaurant de Frozen, qui lui n'a pas de backstage, était magnifique et immense. Mais surtout, dans Frozen, on mange dans le château. On va commencer par... Alors moi aussi, hein, je rejoins ce qu'a dit Rafi, je vais pas le paraphraser, mais la zone est magnifique, elle fonctionne. Et j'ai adoré, mes zones préférées, c'est justement celle qui introduit la thématique générale. Donc que ce soit l'entrée de Fantasy Springs côté parc et l'entrée de Fantasy Springs côté hôtel, qui est absolument magnifique. Le fait que tous ces univers Disney soient mélangés autour d'une seule et même thématique, avec cette musique, pour moi ça marche. Et oui, c'est de l'IP, mais c'est de l'IP qui est intelligemment amené. Alors, je te propose qu'on démarre par l'attraction qui nous a le plus plu, c'est celle de Peter Pan. Et pourtant, On on l'a faite. et elle a des défauts, Et elle a des défauts. mais elle fonctionne. Elle m'a ému. Ouais, t'as ému parce que l'univers Peter Pan nous touche. L'attraction, on l'a faite il y a déjà 10 ans à Universal. Mais c'est la première fois que Disney reprend ce concept de Transformers et de véhicules. C'est que de l'écran. Et c'est sa grosse faiblesse. C'est Alors, la première fois qu'on a de l'écran d'ailleurs à Tokyo. C'est un dark ride, effectivement, Rafi a raison, donc rattaché à un rail.
Et ça ressemble effectivement aux véhicules Spider-Man et Transformers. Ils font quand même des mouvements très basiques, hein, les Oui, véhicules, c'est très familial. Mais sauf que là, c'est calqué sur l'univers de Peter Pan. On a des lunettes 3D et la particularité de l'attraction, c'est qu'elle est très centrée sur Neverland. Alors que dans l'attraction originale, c'est plutôt... En fait, ça raconte toute l'histoire du classique. Et donc, c'est une autre histoire aussi. Wendy a été prise en otage ou je sais pas quoi, il y a une histoire comme ça. Et en fait, au début, quand je l'ai fait, je me suis dit, oula, les lunettes, le mouvement et tout, la gueule des personnages aussi qui sont en 3D et pas en animation traditionnelle. Mais vers la fin de l'attraction, Peter Pan retourne à Neverland. L'attraction se termine pas à Londres, puisqu'on doit retourner à Neverland, puisque le land est à Neverland. Et cette musique, le fait qu'on retourne à Neverland, le Jolly Roger en sortant, m'a fait dire que oui, c'est une attraction qui m'a créé une émotion particulière, et je me suis dit, Walt aurait beaucoup, beaucoup aimé cette attraction. Je suis d'accord qu'elle reste... c'est une version moderne d'un classique d'animation. Ça n'enlève pas la magie de Peter's Flight, surtout la dernière version, celle de Shanghai, qui reste une merveille, mais c'est un re-twist qui fonctionne très très bien. Et puis en ressortant, vous avez le Jolly Roger, vous avez School Rock. Ça fait plaisir de revoir ce décor que nous on a à Disneyland Paris, mais qui a disparu dans les parcs américains. Et c'est marrant de voir comment Oriental Land Company veut se replonger dans ces décors-là. C'est très très touchant et c'est très courageux, je trouve, de la part du parc d'avoir remis en avant cet univers. Et vraiment, pour moi, c'est la zone que j'ai préférée. Enfin, en tout cas, c'est l'attraction que j'ai préférée à Fantasy Springs. L'attraction qui m'a un peu déçu, moi. Elle est connectée, bizarrement pourtant. Comment ça? Ah! Oui, tu parles De Clochetas. Alors, Clochetas, c'est pas qu'elle m'a déçu, c'est que en fait, c'est un dark ride familial qui est censé désengorger en fait le e-ticket et qui complète la zone. Donc c'est pas un e-ticket. Oui. C'était un petit dark ride en extérieur. En extérieur. Étonnamment, j'avais jamais vu ça chez Disney. À ce point-là, peut-être à la Cadiz en Californie. Mais Oui, mais voilà. c'est pareil. Et donc on se balade dans le décor des fées. Oui, voilà. Alors, pour moi, Ton information dit tout. Voilà, c'était mignon, mais ça n'avait pas grand intérêt, c'était beaucoup trop court et un trop gros temps d'attente. Je me suis même dit, peut-être qu'au Japon, ils sont tellement respectueux pour les rencontres personnages qu'il aurait fallu faire ça en fait en accès libre, en parcours à pied, avec la fée Clochette en espace de rencontre, Oui, tout je pense simplement. que ça aurait été mieux. Ouais, voilà. Mais écoutez, ça, c'est quand même la 4e attraction du land. C'est quand même un truc de dingue. Vous pouvez la faire à la nuit tombée, le temps d'attente baisse un petit peu. Et ensuite, vous avez la zone réponse. Alors, la zone réponse, c'est ce que tout le monde rêvait de ça. En fait, c'est quand même fou qu'un univers aussi populaire se retrouve avec les tasses chez nous, des toilettes en Floride. Et alors, je me suis dit, au Japon, ils vont faire enfin un truc bien. Bah, je suis désolé, pour le temps d'attente, bah non. Pour moi, c'est pas bien. J'y ai réfléchi et je me suis dit, ok, il y a des beaux audio animatronics, la scène finale est touchante, mais c'est beaucoup, beaucoup trop court. Le seul intérêt, c'est qu'une partie de l'attraction est en extérieur et donc on peut en profiter avant de monter dedans. Et donc on voit quand même réponse toute la journée en tant que visiteur, sans même faire la file, qui chante comme ça toute la journée. Ça, c'est magique. C'est magique, mais je suis d'accord, c'est trop court, hein, mais j'attendrai 1 heure. Non, moi, ça m'a pas touché à ce point-là. Ah si, moi ça m'a touché. Ça m'a touché. Tu sais, Réponse est un de mes classiques d'animation préférés, Rafi. J'adore Réponse. Mais pour moi, la promesse n'est pas tenue. Parce que il manque la scène de la mer qui est très marquante et son absence manque à l'attraction, certainement. C'est un boat ride, donc on a l'habitude que ce soit long, un boat Et attends, ride. souviens-toi, les deux audio animatronics du début sont très réalistes, ceux de la fin sont très réalistes, mais il y a des moments, c'est des figurines. Est-ce que Oui. tu as remarqué? Il y a des moments, Réponse, elle a juste la tête qui monte et qui descend, comme dans les Dark Ride de Fantasyland, tu vois. Oui, C'est limite. mais ça, c'est limite. C'est une attraction qui a été trop réfléchie, ça se voit, pour faire un joli post Instagram. Je pense qu'il y a eu de la contrainte budgétaire et surtout du manque de place. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand tu vois la taille du restaurant à côté, tu te dis mais qu'est-ce que tu me fais avec cette salle? Vas-y, rase-moi tout et construis-moi les 2 salles qui me manquent. Et puis après, malheureusement, dans Frozen Kingdom, qui est donc le dernier World of Frozen, alors là, pour moi aussi, petit loupé. Arendelle est pas très beau. J'ai pas aimé la zone d'Arendelle. C'est trop petit. C'est trop petit, miniaturisé, trop de perspectives forcées. Mais le château est beau. Mais par contre, le château est magnifique. Il est en version 1, mais pas avec la neige, donc il est entièrement en bois, donc c'est magnifique. Et puis il y a l'attraction qu'on n'a pas pu faire, qui malheureusement était en réhabilitation, qui paraît-il est une des meilleures attractions de la zone, avec des audio animatronics très spectaculaires, mais qui était déjà en réhab. Et on a fait le restaurant. Et Ouais, là, le j'ai restaurant. adoré. Bah déjà, on a mangé dans le château. Ouais. Et c'est le seul endroit de tous les parcs Disney au monde où vous allez pouvoir rentrer et effectivement être dans le château et pas d'être à droite ou à gauche. Donc déjà, ça c'est l'exclusivité. Le restaurant, c'est de la nourriture qui est thématisée norvégienne. C'était bon, Oui, c'était très bon. c'était un menu, mais c'était pas donné. Donc voilà pour notre visite de Fantasy Springs, qui pour moi est une réussite, et on verra pas de sitôt des lands avec autant d'attractions qui ouvriront d'un coup. Ils ont fait ça en très peu de temps,
Et ça va être très intéressant de suivre le développement à la fois de Tokyo Disney Sea et la refonte totale du Magic Kingdom. La prochaine étape maintenant pour Tokyo Disneyland, c'est la réouverture de Space Mountain et l'ouverture de Ralph 2.0. Rafi veut conclure en parlant des spectacles. Rapidement, parce qu'on ne peut pas parler de Tokyo Disney Resort sans parler de 2 choses qui marquent le monde entier. La première, cette parade nocturne. La parade nocturne est dans Tokyo Disneyland à la nuit tombée dans le premier parc. Qui est une parade qui ne se termine jamais. Il y a plus de 30 chars avec un nombre de personnages incalculable. Et il faut absolument l'avoir. Pour moi, c'est le spectacle nocturne de ce parc-là. C'est un hommage à la Main Street Electrical Parade. On voit clairement que c'est une parade qui a été conçue par la team spectacle américaine. Ça se voit dans la direction artistique. Elle est effectivement très réussie, très classique. C'est vraiment incroyable. Enfin, on a adoré. C'est néanmoins pas mon spectacle préféré. Mais Rafi va parler des autres spectacles. Vous avez la parade de jour. Harmony in Color. Harmony in Color. Cette musique, c'est pop. Réponse qui vole avec ses cheveux. Là, c'était la parade qu'on s'attend japonaise, la nouvelle parade Next Generation qu'on attend dans les parcs Disney. Pareil, incroyable. La parade de jour, Harmony in Color, est ma parade préférée du resort. Ah oui. Et une de mes parades préférées Disney de jour. Il n'y a pas un jour où j'ai pas kiffé la regarder. Une ambiance de dingue. Et j'ai trouvé que dans la direction artistique, je pense que c'est une parade qui n'a pas été achetée. Dans les couleurs, dans le choix des costumes des personnages, dans la façon dont ils dansaient, je me disais waouh, là c'est très Oriental Land, tu vois, c'est très what the fuck. J'ai beaucoup aimé. Le spectacle nocturne du château Richard Star. Nul. Voilà, mis à part la musique qui est fabuleuse, qu'on écoute encore, on s'arrêtera là. Voilà, pour le coup, moi j'ai critiqué Tales parce que je le trouvais pas aussi bien que certains shows comme Momentus par exemple, mais il faut reconnaître que Tales est quand même extrêmement au-dessus du spectacle nocturne de Tokyo Disneyland, même de celui de Shanghai aussi, donc pour moi c'est un raté. C'est un raté, mais ils nous battent en mapping, qui est excellent. C'est le seul beau côté du spectacle, c'est les projections. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Japonais viennent quand même voir les parades. Oui. Et ils s'en foutent un peu des shows nocturnes. Mais par contre, t'as eu un coup de cœur pour... Mais il y a eu un coup de cœur parce qu'ils ont fait un mix des deux à Tokyo Disney Sea. Ah oui. Ils ont fait un spectacle nocturne avec pyrotechnie, mais une parade sur un lac. Et c'est le spectacle Believe. Et alors là, je crois que je suis encore par terre, il y a encore mes larmes qui sont sur l'emplacement. C'est un spectacle unique sur l'eau, avec les personnages qui vont nous surprendre. Une vraie storyline autour de Peter Pan et de... Exactement, c'est Wendy qui veut voler. Et spoiler alert, Wendy va finir par voler, mais en traversant plusieurs aventures qui va l'amener dans différents contes Disney, entre la vie, l'amour, l'amitié et la mort. Les challenges aussi avec les méchants Disney qui sont représentés, et surtout des effets en 360 degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'eau qui prend vie, mais tous les décors du parc entier prennent vie. Oui, le volcan aussi. Alors il faut savoir qu'à cet endroit-là, ils ont mis du temps à trouver leur show nocturne. À une époque, il y avait Fantasmique, la configuration est très particulière. Ce que vraiment on peut vous conseiller, c'est que nous on était dans le fort, tu sais, Rafi. Oui, on était dans l'aire de jeu pour enfants. Mais du fort qui s'appelle, j'ai pas le nom du fort. C'est le fort qui est connecté à Mysterious Island. Mysterious Island et Port Discovery, qui est le fort de la société secrète. D'ailleurs, vous pouvez faire une super chasse au trésor à l'intérieur. Voilà, c'était une super zone où vraiment le son est installé, il lève des enceintes pour que tout le monde entende très bien. La configuration est très particulière, ça rend rien en vidéo, mais c'était effectivement pour moi le spectacle nocturne le plus spectaculaire du parc et qui vraiment est un super show. La configuration étant particulière, on a quand même du mal à voir les personnages. Il y a une grosse partie de toute l'histoire et de la scénographie qui se passe devant, là où tout est réservé. Donc c'est quand même particulier, c'est ce qui me fait dire que le show n'est pas parfait, mais je rejoins Rafi sur la plupart des points positifs, c'était quand même un moment incroyable. Voilà pour ce podcast dédié. Là, c'est le record, hein. On a fait le double de ce qu'on avait prévu, mais on va quand même laisser la majorité de ce que vous avez entendu. Merci Rafi de nous avoir merci à toi, Macto Pierre. C'était trop bien, et on va probablement se retrouver pour un nouveau hors-série bientôt sur un sujet dont on parle très souvent ensemble, mais on ne vous en dit pas plus. Non. Et vraiment, merci encore pour vos retours, pour vos abonnements, pour vos messages que je lis. Vous pouvez aussi laisser des avis sur les podcasts, je savais même pas que c'était possible. Sur Apple Podcast, vous faites ça, et je peux pas répondre, mais je vois, et il y a des messages qui m'ont particulièrement touché ces derniers temps sur cet espace-là. Cet été, le prochain hors-série sera aussi perturbé, donc sachez-le. On reprendra les formats d'actualité à la rentrée. Merci d'avoir suivi ce podcast, les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye le Rafi. Bye la Taupière. Et bye les Taupiens.